On sera toujours là pour vous servir. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'honneur et de fidélité qu'on le fera. C'est avec beaucoup d'engouement et de plaisir qu'on fera ce pourquoi nous sommes payés. C'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Une interrogation importante. Certains diront que c'est une interrogation importante. Tous les mercredis, nous parlons de la diaspora. Et ce matin, on posera la question de savoir quel est le regard que vous posez sur la diaspora camerounaise. Avez-vous l'impression qu'elle est beaucoup plus critique que cette diaspora qui devrait plutôt agir? La diaspora camerounaise, elle est un peu plus critique qu'agissante. C'est la problématique de ce matin dans le cadre justement de votre mercredi diaspora. Naturellement, vous aurez vos rubriques habituelles tout à l'heure. D'abord avec la quintessence de l'information parue en kiosque avec TVB. Vous aurez aussi votre dénonciation du jour. Une affaire de Alain Douk au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Monsieur Tchamba, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les compatriotes et bien évidemment à tous ceux qui regardent, les millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier ce matin. Je suis content de vous retrouver. Le plaisir restera également le même, celui de venir échanger ici tout le matin, celui de construire notre nation à notre manière. Tout à fait, évidemment, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a la partie réflexion, contribution, telle que nous le faisons là. Et puis il y a ceux qui écoutent, qui entendent et puis qui sont quelque peu impactés par ce que nous disons et peut-être changent peut-être le quotidien des Camerounais. De toute façon, chacun d'entre nous a une pierre pour mettre à cet édifice. C'est un pays de 25 millions d'habitants. Toutes les voix comptent et c'est pour ça que lors des élections locales, nous appelons à ce que beaucoup de gens se portent candidats, je disais, forme de parti politique, afin que ce soit une émulation, un rassemblement populaire. J'ai aimé un tout petit peu votre hésitation tout à l'heure, lorsque vous parliez du nombre de Camerounais. Un pays de 25 millions d'habitants. Bon. Alors, combien sommes-nous? Bon, vous pouvez répondre à cette question? J'ai hésité parce que, selon les chiffres officiels qui datent de 2005, nous serions 25 millions d'habitants. Mais ils sont nous sommes en 2005. Voilà. Ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans, 21 ans. 21 ans. Je pense que, entre-temps, les Camerounais, qui sont des gens qui sont très productifs, sur certains plans, ont certainement beaucoup évolué. Et je crois qu'on est bien au-delà de 25 millions. Séré Tchamba, vous avez vu ce genre de pays où on estime la population 25, 30, 35, on ne sait pas exactement combien nous sommes. Enfin, ça dépend de l'humeur du jour. Tu peux te réveiller, tu dis nous sommes 25 millions. Le lendemain, tu te réveilles, tu dis nous sommes 35 millions. Et dans tes analyses, ça ne dérange personne. Mais en réalité, je crois que le dernier recensement a été fait de manière artisanale, tel qu'on le faisait il y a longtemps, c'est-à-dire un comptage par maison. Et à peu près combien d'années? Je crois il y a 25 ans. Très bien. Aujourd'hui, il y a des systèmes de statistiques qui permettent de faire des projections par rapport à... Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'ayons plus un autre recensement général de la population? Bon, vous me demandez des choses qui me dépassent, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences, parce que nous avons un problème là-dedans, un problème sérieux au niveau de la programmation de l'État. Si nous ne savons pas exactement combien nous sommes, est-ce que nous n'allons pas fausser les calculs? C'est clair que, d'ailleurs, on le voit même dans les problèmes des villes. On voit bien que souvent la démographie va plus vite que les politiques publiques en matière de développement des villes, de l'aménagement urbain, etc. Donc c'est quelque chose qui est à corriger rapidement parce qu'effectivement, ça pose des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux quand on regarde les problèmes que les Camerounais ont. Mais je me dis aussi que c'est tout ça, ça rentre dans ce que nous appelons les exigences de modernité de notre administration, globalement. Et dans notre modernité est dans le sens que nous ne savons pas combien nous sommes. C'est ce que nous réclamons d'ailleurs sur ce plateau souvent, c'est que nous ayons vers plus de modernité. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des outils qui permettent aujourd'hui de travailler sur le plan statistique. Et pourtant, nous avons tout un institut national de la statistique. Oui, sauf si je me trompe. On a un institut qui est même très bien... À quoi ça sert? Mais ça sert à faire... Et il s'appuie sur quoi au niveau de la statistique? Sur des calculs. C'est vrai que ce n'est pas ton problème. Voilà. Je fais là comme si c'était ton problème. Vraiment, toutes mes excuses. Je ne suis pas venu, c'est pour ça. Non. On va accueillir
un homonyme. Il est du RDPC, il ne s'en cache pas. Il défend d'ailleurs avec beaucoup d'arguments ce rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, c'est Parfait Ongene. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Effectivement, je suis militant du RDPC depuis l'âge de 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans. Donc, c'est un engagement permanent, un engagement qui est fondé sur la sensibilité idéologique avec le projet de société, le projet politique du président Paul Biya. Et nous essayons d'aller au-delà de ce projet de société pour nous projeter effectivement vers l'avenir. C'est très important de le dire, comme pour dire que nous n'avons pas commencé à militer parce que nous avons eu des décrets présidentiels dans nos familles, ou que nous avons eu nous-mêmes des décrets du chef de l'État. Vous voulez vous en prendre à certains militants du dimanche, les militants du 28 septembre. Et qui viennent nous ravir la vedette. Et qui, au nom du pouvoir de l'argent, pensent qu'ils peuvent ravir la vedette et des proximités qu'ils ont avec les dirigeants à un certain niveau. Nous pensons que le militantisme est d'abord authentique, il doit être originel. Et puis, lorsqu'on a à 12 ans subi des gaz lacrymogènes et la stigmatisation identitaire pendant les villes mortes, on peut également savoir aujourd'hui qu'on est là pour soutenir le président Paul Biya, n'en déplaise. Bon, maintenant, tout le monde n'a pas la chance de bénéficier de la rétribution politique présidentielle. Mais cela ne fait pas de nous moins militants. Vous pensez qu'en 2026, il y a toujours des arguments convaincants de soutenir le président Paul Biya? Oui, 2015-2025 mobilise même plus d'arguments. Je pense que nous atteignons là le paroxysme de la mobilisation à la fois idéologique, mais également mobilisation militante pour le soutien au président Paul Biya, cet homme, ce patriarche qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Vous savez, le président Biya est un peu comme ce prophète qui vit dans son époque et qui vit pour son époque. Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un qui sait effectivement avoir une posture d'ancrage socio-politique et qui sait porter les aspirations de toutes les couches sociales au firmament, notamment pour ce qui est du développement. Mais je voudrais chuter quelque part, Parfait, sur la question démographique. Donc vous allez nous donner la réponse, celle qui nous dérange un peu. Je pense combien sommes-nous? Je pense qu'il vaut mieux être... Parfait, Ongene. Oui. Combien sommes-nous? Je pense qu'il vaut mieux savoir que les vous êtes en train de philosopher. Les outils qui nous permettent d'avoir les chiffres. Parfait, Ongene. Combien sommes-nous? Les outils qui nous permettent juste de faire des estimations. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la logique des estimations. Alors, je pense qu'il y a également d'autres outils qui peuvent nous permettre de faire des estimations au-delà du recensement traditionnel. Moi, j'ai cru que vous alliez nous donner la réponse, hein, parce que Chamba et moi, on vient de passer 10 minutes à savoir combien sommes-nous, et tu as dit que tu avais des éléments de réponse. Jusque-là, j'attends. Je reprends la question. Parfois, on gagne. Combien sommes-nous? Il y a un cadre institutionnel. Donc, nous sommes un cadre institutionnel. Oui, qui travaille dessus. Et je pense que c'est quel cadre? Les perspectives dans ce sens sont annoncées. Quelle perspective? Oui, pour actualiser effectivement les statistiques. On vous demande combien sommes-nous. Vous nous amenez dans le discours, dans la philosophie. Nous sommes nombreux. Voilà la réponse. Combien sommes-nous? C'est d'ici, je rencontre un Ivoirien qui dit quand même, alors, perfect, combien êtes-vous au Cameroun? Je vais lui dire, nous sommes nombreux. Oui, nous constituons une masse critique importante pour avoir une certaine ascension économique, politique et sociale. Donc, je pense que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux et nous avons un poids démographique qui est... Le plus important, ce n'est pas de répondre à ça de façon incisive comme ça. Mais merci. Ton homonyme est obligé de parler de ça. Il faut beaucoup plus parler de la qualité démographique, de la préparation démographique. C'est ça qui sont des indicateurs de performance en termes d'organisation d'une société politique, la qualité et la préparation démographique. Merci, Parfait Ongene. Sur ce plan, je pense que nous occupons un rang assez important. Merci, Parfait Ongene. Merci de nous avoir dit combien nous sommes ce matin. Ça va aider les enfants qui préparent des examens. Alors, on a quel autre invité permanent? Aline Oudou, bonjour. Tout à l'heure, j'ai fait une intrusion, parce que vraiment, ce que ton homonyme faisait là, moi, je ne comprends pas ça. Bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être
encore là ce matin de mercredi diaspora auprès du modérateur multiprix dans son costard carrelé de ce matin. Je salue les aînés déjà installés. Il y a certainement l'aîné Mboké qui est encore à un chemin, je ne sais pas ce qui le retient. Nous saluons nos millions de téléspectateurs à travers le monde, nos grands messieurs de l'ombre qui sont là et travaillent pour rendre tout ceci possible. La grande maison, toute catégorie d'employés confondus d'Info TV, son top management, le très grand frère Dieu de nous. On va certainement passer ce matin, une nouvelle fois, un grand mercredi diaspora. Et surtout, nous vous promettons de passer de très grands moments de télévision. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à tous les Camerounais qui se comptent par millions. Voilà, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. C'est vrai que... TVB, tu n'es pas sérieux. Bon, bah, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes de plus en plus nombreux. Oui. De toutes les façons, Théophile Vianney-Biya nous a retrouvés sur ce plateau très chaleureux, ce plateau informationnel à caractère convivial. TVB, oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Perfecto, comme toujours, présentent pas mal d'actualités sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan sportif. Ce matin, donc, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc aux enseignements secondaires. De nouvelles applications pour renforcer le suivi pédagogique. Cette information qui barre la une de ce journal est traitée en page 3. Nous faisons savoir que Madame le ministre a rencontré hier certains députés de l'Assemblée nationale. Eh bien, cette information est abondamment relayée dans ce journal qui est disponible en kiosque. Elles ont été présentées. Il s'agit bien sûr de ces applications ce 17 février à Yaoundé aux membres de la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale par la MINESEC qu'accompagnait le CCN Boniface Bayaoula. La visite de travail dans certains établissements du Mfundi a permis au professeur Nalo Valionga de souligner sa volonté à tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer la gouvernance, la responsabilité et les résultats dans le secteur. Nous laissons ce journal pour retrouver à présent Info Matin, numéro 1970 de ce mercredi 18 février 2026. Info Matin s'intéresse donc à la 14e conférence ministérielle de l'OMC Cameroun et Chine en symbiose pour la réussite de l'événement. Une audience relative aux préparatifs à ce 17 février à Yaoundé était accordée par le ministre du Commerce Luc Magloire Tangana à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Zhu Yong. L'information est à lire en page 3. Une on nous amène du côté d'un Colbison, c'est dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Pour infidélité de son conjoint, Kevin tue ses 3 enfants et se suicide. Le drame a eu lieu ce 16 février au quartier Colbison dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Même son de cloche pour le jour d'Aman Mana qui est en kiosque et qui reste également dans ce quartier et dans cette actualité triste. En Colbison, elle tue ses 3 enfants et se suicide. Les détails sont à retrouver en page 3 ce matin du journal d'Aman Mana. Au bas de une du journal Le Messager, on reste également du côté d'un Colbison. L'horreur infidèle, c'est bien sûr le titre qui est à retrouver ce matin au journal Le Messager au bas de une. Constieka éteignait la télé. Le célèbre journaliste animateur et non moins figure emblématique du paysage audiovisuel africain, il a été vaincu par un foudroyant AVC au soir du 16 février dans un établissement hospitalier ivoirien mettant fin à une carrière de classe exceptionnelle qui aura duré plus de 30 ans. La vie et le parcours de l'homme sont à retrouver de la page 5 à la page 6 du quotidien Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Mutation n'a pas loupé cette information concernant Constieka ce matin et le journal Mutation en page 9 présente donc l'hommage planétaire. Yaoundé, elle tue ses enfants et se suicide. Cette information est à retrouver ce matin également en page 4. Recrutement des instituteurs. Humanisons la sélection, c'est bien sûr l'exclamation qui est à retrouver en une du journal de Georges-Alain Boyomo. C'est d'ailleurs le plaidoyer pour une prise en compte judicieuse de l'âge et l'ancienneté de nombreux candidats formés et régulièrement recalés aux portes de la fonction publique. Constieka, on en parle également avec la nouvelle expression en page 4, nécrologie, Constieka quitte la scène.
Le parcours de l'homme est donc à retrouver ce matin dans ce journal qui consacre plusieurs pages à Konsti Eka ce matin. Camerounais en Russie, la mort au bout de l'espoir. Chômage endémique consécutif à une absence concrète de politique de promotion de la jeunesse. Corruption ambiante, favoritisme, népotisme, tribalisme. Voilà pourquoi nombre de jeunes compatriotes de Paul Biya ne rêvent qu'à partir trouver mieux ailleurs, même au prix de leur vie, comme chair à canon sur le front russo-ukrainien. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle ce matin de Konsti Eka en page 13. Média, Konsti Eka s'en est allé. L'hommage est donc rendu à cet homme ce matin en page 13. Contrôle des finances publiques, la preuve par l'exemple. Appelé à assurer la qualité de l'utilisation des ressources dans les structures qu'ils inspectent, les contrôleurs des institutions d'Afrique francophone ont été invités hier par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Mba Acharoz Fomundam a brillé eux-mêmes par leur intégrité, leur sens de l'éthique et le respect de la déontologie. L'œil du Sahel est également en kiosque et ce journal parle d'enseignement supérieur. La colère monte chez les jeunes chercheurs. C'est bien sûr le constat qui est fait par le journal Egibaï Gatama qui présente la situation en page 5. Et nous refermons cette revue de presse avec le réveil des faits qui s'intéresse à Armand Claude Abanda. Rencontre conviviale à Paris. Armand Claude Abanda et ses anciens étudiants quand l'excellence éducative forge des liens durables. La rencontre entre Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun et ses anciens étudiants à Paris, en France, a mis en lumière la qualité de l'éducation et les relations étroites qui caractérisent l'IAI Cameroun. Cette occasion a permis de renforcer les liens entre le chef d'établissement et ses anciens élèves et de souligner l'engagement de l'IAI Cameroun envers l'excellence éducative et la formation des jeunes Camerounais. C'est le réveil des faits qui nous le dit ce matin dans son édition spéciale. Et c'est bien avec ce journal, mesdames, messieurs, que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi. Et comme vous le savez, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons l'information tous les jours. Rendez-vous donc en kiosque, ne vous contentez pas seulement des titres ce matin. Achetez votre journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci une fois encore pour votre aimable attention et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir comme toujours. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52. Une touche pause s'impose. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Pour ce matin, je vais dénoncer cette espèce de cynisme et d'inhumanité qu'on retrouve chez nos personnels de santé dans les hôpitaux camerounais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des usagers, des malades qui viennent en situation d'urgence comme ça, dans une institution hospitalière. Puis le médecin, lui, il est là. Cause au téléphone, je ne sais pas s'il est sur TikTok, je ne sais pas ce qu'il fait, il cause. En dépit des instances, sur l'urgence d'intervenir, il est affairé, il fait un truc qui n'a même rien à voir avec, apparemment avec son travail. C'est pas normal. Il y a cet aspect et il y a aussi le fait que vous arrivez et on veut d'abord que vous passez par une série d'étapes. Oh, il y a une situation d'urgence. Il faut faire payer tel truc, payer la barre. Est-ce que vous avez déjà fait tel examen? Oh, il y a une situation d'urgence où il faut quand même faire quelque chose en attendant. Donc, on a l'impression que finalement, il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. À tel point que quand ils sont même là, notamment pour ceux du public, ils ont toujours des officines au privé où ils interviennent. Donc quand ils sont même au public, ils sont partagés. Je ne sais pas si c'est le plus piètre de leur temps et de leurs énergies, de leur bonne volonté qu'ils mettent lorsqu'ils sont là au service au public, parce qu'ils doivent vite courir, aller dans leurs officines privées qu'on appelle les cliniques. Là-bas, on a comme l'impression qu'ils sont plus dévoués. Certainement parce que les enjeux autour du lucre sont plus bons, plus attrayants, on ne sait pas.
Mais c'est comme ça. Donc c'est cet état de choses que je veux fustiger en ce matin pour qu'on retrouve, on recouvre un peu plus d'humanité dans nos services de santé au Cameroun. Plaidoyer pour un peu plus d'humanisme au niveau de nos centres hospitaliers, au niveau de nos hôpitaux. Vous arrivez à l'hôpital, Monsieur Tchamba, l'infirmière vous regarde d'abord comme si vous avez des problèmes fonciers au village. Lorsque vous allez à côté, sa collègue est en train de nettoyer ses ongles. Un peu plus loin, une autre est très enracinée sur Novelas en voyant comment les femmes et les hommes s'embrassent. Vous lui dites que je suis en situation d'urgence. Voilà ma femme qui est en train de mourir, ou mon frère, ou mon fils. Elle te fait comprendre que ce n'est pas à toi de nous apprendre notre travail. C'est pas toi qui nous apprends notre travail. Vraiment, monsieur. On vous respecte, il faut respecter les autres. Votre réaction? Ben, écoutez, c'est une situation que nous avons presque tous vécue un jour lorsque nous avons une urgence dans les hôpitaux. C'est extrêmement brutal. Quand vous arrivez, effectivement, la première réaction, c'est de vous donner une liste de choses à acheter. Et ce qui est scandaleux, c'est que là-dedans, il y a même des gants de 100 francs. Tout à fait. Et pour pouvoir toucher votre malade, il faut des gants. Et vous devez aller à la caisse acheter. Entre-temps, on ne peut pas toucher le malade. Et vous êtes en situation d'urgence. En situation d'urgence. Parce que j'insiste dessus. Je me souviens qu'il y avait un monsieur, un homme en tenue, qui était arrivé avec son épouse, qui était en plein travail d'accouchement. Ouais. Et il avait presque menacé ces gens-là avec une arme, avec son arme, parce qu'on ne voulait pas prendre la femme Je connais cette affaire. charge. Et vous connaissez aussi l'affaire Koumatekel. Tout à fait. Où effectivement on a bien constaté que certains personnels de santé ont transformé l'hôpital en un endroit de commerce. Mais ça, c'est pour l'aspect responsabilité des personnels, parce qu'il faut dire que la plupart d'entre eux sont quand même sous serment d'Hippocrate pour les médecins. On prêté Les serment autres pour appellent ça un serment d'hypocrite. Peut-être. Donc, ils sont sous serment. C'est des personnes aussi, il y en a parmi qui sont des personnes très volontaires, mais c'est l'ensemble de je vais dire, c'est l'hôpital camerounais qui est malade. Parce que, effectivement, ces gens-là demandent des gants parce qu'il n'y a pas de gants. C'est-à-dire que les personnels de santé qui sont dans ces hôpitaux, dans ces dispensaires, n'ont pas toujours le matériel nécessaire pour pouvoir travailler. Et donc, malheureusement, c'est difficile aussi de se retrouver en sécurité quand on n'a pas le matériel. Il faut bien que quelqu'un paye, ils vont vers celui qui est dans l'urgence. Mais il faut dire que l'état de notre hôpital est extrêmement alarmant parce qu'on manque de presque tout. Moi, j'ai grandi dans ce pays à une époque où ça tenait encore un peu debout. On allait à l'hôpital et on recevait même des premiers comprimés. Tout à fait. Dès qu'on nous recevait, d'abord le billet de session était autour de 600 francs. Donc presque tous les Camerounais pouvaient, même les gens de petites conditions pouvaient y aller. Et les premières consultations, les petites quinines pour le palu, tout ça, c'était pris en charge. Cyril, moi j'ai eu des cas, naturellement à une certaine époque, Oui. où vous alliez à l'hôpital parce que vous êtes blessé à la maison. Des blessures légères. Vous arrivez dans un hôpital, on vous prend en charge totalement. Vous ne déboursez pas 5 francs. Oui, J'ai vu de mes propres yeux. c'est ça le principe. Voilà. C'est ça le principe initial. Or, le Cameroun est devenu une sphère où ce qu'on faisait bien avant, aujourd'hui on ne le fait plus. C'est-à-dire, c'est totalement... Comment vous expliquez cet état de choses? Mais c'est la mentalité. Mais c'est la mentalité d'une gouvernance qui, depuis 43 ans, n'a fait que détruire. Ah bon? C'est-à-dire, quand vous savez que les Camerounais ont l'impression, vous arrivez, on en est au point où les gens regrettent Aïdjo. Or, quand vous êtes sérieux? Je dis dans la rue, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent autant d'Aïdjo, c'était mieux. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais c'est ce qui soit répandu. Or, je me souviens que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, c'était la fête. On disait, c'est un jeune, il va moderniser. On l'avait appelé Shogar. Le Shogar. Mais après 43 ans, c'est la désillusion totale dans tous les secteurs. Comme c'est l'hôpital qui nous intéresse ce matin, il faut dire que c'est devenu un marché, c'est des comptoirs de vente. Mais comptoirs de vente, pourquoi? Parce que le médecin, et ça, il faut faire, comparaison n'est pas raison, mais il faut quand même faire des comparaisons. Le médecin camerounais, quand il sort et il prend son poste, est autour de 200 000 francs de salaire. Pour quelqu'un qui a fait 7 ans d'études de ce niveau de pointe, qui est un responsable, qui est plutôt une élite même dans sa communauté. Tout à fait. Il est à 200 000 francs en début de carrière. En Côte d'Ivoire, c'est 700 000 francs.
Qu'est-ce qui explique cela? Mais vous voyez, les gens sont... Attends. Vous êtes sérieux? En Côte d'Ivoire, un médecin en début de carrière, c'est 700 000 Mais francs. les Ivoiriens, vous savez, M. monsieur Tchamba, nous sommes en permanente concurrence avec eux. Est-ce que c'est bien de dire ça à la télé, que les médecins ivoiriens ont 700 000, mais nous avons 200 000? Vous voyez, ils vont encore tous se moquer de nous. Mais on va faire comment? Est-ce qu'on va continuer à Non, il fallait cacher cette information. Mais on ne sait même pas combien on est, monsieur Haïssi. Donc, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Donc moi, j'insiste pour dire que notre situation est vraiment à un point très difficile. Les gens sont tellement en difficulté que aujourd'hui, même la santé qui était quelque chose de noble, parce que nous, on savait que quand quelqu'un est médecin, il est noble. Aujourd'hui, ils sont réduits à devoir faire des divers commerces. Vous êtes à l'hôpital, on vole même les médicaments dans les chambres d'hôpital. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'analyse intellectuelle. Je dis les choses telles que j'ai vécues. Ma mère malade à l'hôpital, on achète, l'infirmière vole. C'est mon épouse qui va l'attraper pour dire que vous avez pris le médicament. Ce n'est pas le problème. L'infirmière est fautive, mais je vous dis qu'il y a un problème parce que ces gens-là sont précarisés. Combien gagne une infirmière dans nos hôpitaux? Vous connaissez le nombre de Camerounais qui vont au Canada, c'est beaucoup les personnels de santé et les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités chez eux. Quand vous êtes infirmière en France, au Canada, aux États-Unis, vous gagnez dans les 3 000 $, là où une infirmière à Yaoundé va être payée 80 000 au lance-pierre. Et d'ailleurs, quand elle 80 000, c'est même bien. C'est même bien. Donc, il y a quand même que nous avons dégradé les fonctions importantes de notre pays pour de mettre l'argent entre les mains de ceux qui ne sont même pas importants. Les enseignants sont mal payés, les médecins sont mal payés, les instituteurs, ceux qui forment dans la petite enfance sont mal payés. Vous voyez que on crée de la casse humaine et on attend un développement. Et sur le plan économique, ça a des répercussions. Parce que quand les entreprises veulent investir, elles regardent aussi l'état de santé de vos populations. Si l'état de santé n'est pas bon, c'est difficile d'investir parce que un individu en santé est plus productif qu'un individu qui n'est pas bien soigné. Donc je pense que nous devons faire attention. Et ici, j'interpelle toujours les populations, les Camerounais, parce que je dis, après tout, c'est d'abord entre nous. Vous avez un Camerounais en face de vous qui est en détresse. Mais de l'autre côté, ceux qui ont gagné l'élection, qui ont la responsabilité de conduire ce pays, doivent assumer. S'ils ne peuvent pas assumer, ils n'ont qu'à partir. Si ça les a dépassés, qu'ils partent, au lieu de nous enfermer et de nous mettre dans cette affaire où, à la fin, nous sommes dans un mouroir à ciel ouvert. Oh, Monsieur Cyril Tchamba est très énervé ce matin. Mais parce que nous avons des cas de maladie dans les familles. Quand vous êtes dans un hôpital, moi je connais des cas, moi-même j'ai été dans les hôpitaux, et je vous dis, ce n'est pas le personnel en face qui lui-même est démuni. Il vous dit, mais attendez, Monsieur Tchamba, même la chaise pour m'asseoir, je n'ai pas. Les budgets vont où? On dit que la santé a un budget qu'on connaît. Les budgets vont où? C'est l'un des plus grands budgets. Hein. Bien sûr. Merci. Passons la parole à Parfait Onguéné. Parfait Onguéné, nous dénonçons ce matin le mauvais accueil au niveau de nos centres hospitaliers. Mais au-delà de cette dénonciation, M. Cyril Tchamba pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut analyser la situation avec profondeur. Et il pense que le problème, c'est beaucoup plus les mauvaises conditions de travail du personnel de santé dans notre pays. Vous partagez, je présume, cette manière de voir. Je vous demande pardon, Parfait. Vous partagez, je présume, cette manière de voir, M. Tchamba. Ben, écoutez, contrairement à M. Tchamba, moi je fais un effort d'être un peu manichéen dans mon analyse. Ah bon? Vous savez, l'hyperbole et puis être péjoratif dans les analyses ne nous donne pas forcément la pertinence. Je voudrais que nous puissions avoir Monsieur Parfait Onguéné à l'antenne. Hein. Nous ne sommes pas là à la radio, s'il vous plaît. Monsieur Parfait Onguéné est en train de dire des choses très intéressantes. Oui, moi ce qui m'intéresse dans cette dénonciation, c'est la problématique de l'efficacité du service public en général. Et je pense que il faut relever ici que le renouveau n'a jamais eu une doctrine. Son approche doctrinale, civilisationnelle, n'a rien à voir avec la caricature qui est faite, qu'elle soit basée sur des faits réels, factuels, ou alors qu'elle soit basée sur des analyses. Donc M. Tchamba est caricatural. Alors, moi je pense qu'il vaut mieux être sincère. Beaucoup plus sincère dans les analyses. C'est que vous écoutez, chef frère. Et c'est que la mission du service public au Cameroun est une mission à améliorer au quotidien.
Mais il faut reconnaître que dans ses fondements, la mission du service public est d'abord une mission de gratuité. C'est d'abord une mission d'égalité. C'est d'abord aussi une mission d'équité, de rationalité, de continuité. Alors, lorsqu'on l'a dit, va rentrer dans les secteurs d'activité. On a pris aujourd'hui le secteur de la santé. Il faut relever qu'il y a effectivement des anomalies, mais ces anomalies ne doivent pas occulter les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité du service public dans le secteur de la santé. Vous avez vu qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée du ministre Malachi, il y a quand même il y a des changements, que ce soit dans le service des urgences. Les changements sont à quel niveau? Oui, il y a des changements. Parlons avec des faits. Oui, il y a des changements. Qu'est-ce que le ministre Malachi a apporté de nouveau depuis qu'il est là? Je crois que tout comme on va faire le constat avec la police, depuis l'arrivée du ministre Mbargane. Non, nous ne parlons pas de la police. Nous parlons de la santé. Nous pensons au niveau de la santé, il y a effectivement que l'accueil s'est amélioré. L'accueil s'est amélioré et même la prise en charge sur un bon nombre de situations. Alors il y a cette amélioration-là qu'il convient de saluer. Au-delà de ces salutations, il faut dire que le plateau technique même a été relevé. Vous parlez des hôpitaux camerounais? Oui, bien sûr, le plateau technique a été relevé. Je vous rappelle que nos principaux dirigeants continuent à aller se soigner en Europe. Et ce n'est pas ça le problème. Vous savez, ce n'est pas parce que le plateau technique a été relevé que ça veut dire que toutes les pathologies sont maîtrisées ici. Vous savez, même en France, on fait des évacuations sanitaires. Ah bon? Même en Inde, même au Japon, on fait des évacuations sanitaires. Mais bien sûr, cher monsieur, même en France, on fait des évacuations sanitaires. Comment vous dites que ça n'existe pas? Il y a des gens qui préfèrent quitter. Il y a des gens qui préfèrent quitter, par exemple, au Canada pour aller se faire soigner en Inde parce que pour avoir un spécialiste au Canada, c'est difficile et en Inde, c'est plus facile. Alors, tout dépend des aspirations parfois des patients et des pathologies. Donc, vous n'allez pas faire de ça un indicateur de contre-performance. De contre-performance. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. L'ensemble, c'est la plupart des responsables de ce pays, ceux qu'on a élus, à qui on a donné la capacité de nous diriger, qui vont se soigner ailleurs. Quand nos responsables ne font pas confiance à leurs hôpitaux, vous voulez que les Camerounais fassent comment? Votre démarche hyperbolique de tout à l'heure ne vous a certainement pas suivi parce que vous continuez de me couper la parole. Non. Permettez que je nuance. C'est tout à fait normal. La nuance n'aide pas quand on parle des vies humaines. Oui, mais nous parlons des vies humaines. Sauf que vous avez votre rhétorique. Sauf que vous avez votre rhétorique qui n'a pas d'ancrage. D'ancrage pourquoi? Qui n'a pas d'ancrage. Moi, je parle des choses que les Camerounais vivent au quotidien. Oui, les Camerounais. On est sur des thématiques globales où vous voulez enfermer le lapin. On vous dit que les Camerounais meurent dans les hôpitaux. Vous me racontez autre chose. Écoutez, monsieur Tchamba, moi, je suis parent. On ne meurt pas où? Moi, j'amène ma famille dans les hôpitaux et ce n'est pas bon. Il faut le dire. On ne meurt pas dans quel galèrent, il faut le dire. Nos infirmières galèrent, il faut le dire. Les hôpitaux sont mal tenus, insalubres, il faut le dire. C'est comme ça qu'on fait avancer. Vous êtes en campagne politique là? Pourquoi? Et même si j'étais en campagne politique, c'est une faute d'être en campagne politique. Mais non, mais le plateau, ici nous sommes là pour dire la vérité aux citoyens. Là, vous verrez. Et peut-être que vous serez obligé de contribuer à un malade qui n'a même pas de quoi se soigner. Les Camerounais souffrent, monsieur. Nous sommes d'accord. Oui, mais donc nous sommes d'accord, ne faites pas de la nuance, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Non, je ne tolère pas ça. Et le gouvernement de très pondéré. Et là, vous exagérez, monsieur. Monsieur Tchamba. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Monsieur Tchamba, nous sommes sur un plateau sérieux. Évidemment. Et il faut éviter à un moment donné de jouer à ce jeu auquel vous vous livrez. Monsieur Tchamba, vous allez permettre à monsieur Ongene de finir. Allons-y, monsieur Ongene. Je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer. Allez-y. Je crois qu'il a voulu polariser le débat autour de ces élucubrations. Je voudrais rester stable. Je ne voudrais pas me laisser intimider par M. Tchamba, qui est certainement déjà en campagne électorale. Bien sûr. Pour le compte de quel parti? Pour le compte de... Pour le compte de quel parti? Mais M. Tchamba a dans son portefeuille plusieurs partis qui le soutiennent. Vous le savez très bien. Non, pas du tout. Mais bien sûr, sauf le RDPC. Et je comprends très bien que lorsque vous aviez ajouté RDPC sur mon profil, ça l'a forcément rendu très mal à l'aise. Mais je tiens à lui dire qu'en réalité, il faut qu'on comprenne que nous parlons des politiques publiques au Cameroun.
Et les politiques publiques dans le secteur de la santé, je lui parlais des avancées que nous avons également enregistrées. Puisque lui parle des insuffisances, des manquements. Moi, je lui parle également des avancées et je lui dis, il faudrait que nous ayons une démarche manuelle. Parlant des avancées, vous avez dit que depuis que le ministre Malaché est là, il y a eu l'amélioration au niveau de l'accueil. Vous avez dit que le plateau technique a été super. Vous avez dit qu'il y a la discipline. Bon, a été relevé. Ça n'existe pas dans ce monde. On tend vers. Vous avez la discipline est revenue au niveau des hôpitaux. Je pense que la discipline est revenue au niveau des hôpitaux, notamment au niveau de l'accueil. Le service des urgences s'est amélioré considérablement, il faut le dire. Maintenant, au niveau de la prise en charge, il y a l'assurance santé universelle. La couverture santé universelle qui est en train d'être mise en place. L'enrôlement continue. Ce sont des améliorations à relever ici. Il y a également qu'au niveau même de la gouvernance, le ministre Malachi a souvent été beaucoup plus rigoureux. Au niveau de la gouvernance? Oui, au niveau de la gouvernance interne, la gouvernance hospitalière. Vous avez fait un tour du côté de la Chambre des comptes, je présume. Non, écoutez, vous avez la gouvernance comptable et financière. Moi, je vous parle de la gouvernance hospitalière. Au niveau de la gouvernance hospitalière, attendez, au niveau de la gouvernance, attendez, je vous relance. Attendez, monsieur Bongene, nous sommes Monsieur Ongene, vous ne cessez de dire que nous sommes sur un plateau sérieux. Moi, il faut qu'on aille doucement, que les gens qui nous regardent au quartier aient quelque chose à retenir au sortir de cette production. Oui, vous avez donc au niveau de la gouvernance hospitalière, du côté du ministre Malaché, c'est bon. Maintenant, au niveau de la gouvernance financière et comptable, vous n'en parlez pas, c'est ça? Oui, d'accord. On évolue. Je n'en parle pas parce qu'il faut avoir, les mémoires de dépenses et les comptes d'emploi, il faut avoir la comptabilité. Mais votre mission n'est pas focalisée sur la gestion financière et comptable. Nous, on est sur la gouvernance des ressources humaines, la gouvernance de la prise en charge des patients, la prise en charge des patients. Et c'est à ce niveau que j'ai dit qu'il y a des améliorations considérables à relever. Maintenant, on peut tous déplorer des insuffisances. C'est pour ça que j'ai commencé dans mon propos ici, dans le prologue de mon intervention. Vous allez chuter. J'ai commencé par parler du service public en général, qui nécessite, je vous ai cité, les fondements principaux du service public. Et je suis allé au-delà des fondements pour vous dire maintenant, dans l'analyse pratique, il y a effectivement des insuffisances. Il y a que le président Paul Biya en 1982 avait placé l'humain au centre des politiques publiques de développement. Mais il y a parfois certains fonctionnaires qui semble occulter cette vision présidentielle pour ne pas placer l'humain, parce que la finalité de la politique publique, c'est l'épanouissement de l'être humain. Alors, si on ne peut pas satisfaire l'être humain, ça veut dire qu'il y a des insuffisances. Et ces insuffisances, nous les relevons. Merci. Mais pas avec le même timbre vocal que M. Tchamba, qui est dans une démarche hyperbolique. Et je frappe de vacuité ce type de démarche parce que je la trouve péjorative. Je vais vous poser une question. Et très inadéquate. Votre mode de déplacement, vous allez en voiture ou bien vous allez toujours à pied? On va toujours en voiture. Tu vas en voiture. Oui. Je vous suggère d'être toujours en voiture. Lorsque c'est très long. Je vous suggère d'être toujours en voiture. Parce que c'est pas bien que vous allez toujours à pied au Cameroun. Alors, on va passer la parole à François Mboke et en même temps nous l'accueillons. François Mboke, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Oh, ça va. Je ne dirais pas... Dans l'attente du gouvernement et de l'implication des jeunes. Ah, c'est encore l'ordre du jour? Bon, dans la distraction tout au moins. De toutes les façons, François Mboke, qui est DP des diapasons, économiste, il nous a retrouvés sur ce plateau. Et je vous accueille à chaud avec notre dénonciation de ce matin. Alain Douk dénonçait le fait que dans nos hôpitaux, l'accueil n'est pas toujours cela. Et ça crée d'énormes problèmes au niveau des usagers. Je vous passe la parole. Bien sûr, je pense que le dynamisme du ministre Malachi est loin du comportement du personnel au niveau des hôpitaux. Je vous cache rien que depuis hier, le 16 c'était quand avant-hier. Avant-hier, voilà. Il y a l'organisation des médecins, l'ordre des médecins du Cameroun qui est en train d'enquêter sur un fait au CHU qui a défrayé la chronique, où des praticiens là-bas sont soupçonnés d'avoir négligé leurs consoeurs, médecins aussi,
et qui serait morte dans des conditions C'est vrai difficiles. quand même que concernant cette affaire, j'ai eu à enquêter. Hein. C'est souvent bien d'aller vraiment à la racine des choses. Depuis un certain temps, nous sommes habitués que dans nos hôpitaux, il y a la négligence, et c'est ce que nous décrions ici depuis des années. Mais pour le cas du CHU, ce n'était pas tout à fait exact. Mais de toutes les façons, les résultats d'enquête seront rendus. Tout à fait. Bon, nous, j'ai pas eu le temps d'y aller. Moi, j'ai enquêté. J'étais sur le terrain. Voilà, j'ai eu l'ordre des avocats. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, qui est des médecins qui est sur le terrain depuis donc, le 16. Et après une dénonciation publique. Je ne voudrais pas mettre leur parole en doute, connaissant le sérieux quand même de cet organe, de cet ordre. Mais il faut dire que aujourd'hui, l'hôpital fait plus peur que la gendarmerie. Ah bon? Oui, c'est quand même un problème sérieux où on pensait que parce que le premier traitement du malade, c'est l'accueil. Ouais. Quand vous arrivez à l'hôpital, on prend soin de vous, c'est-à-dire la manière même de vous parler, de vous attirer. Ça vous rassure. Ça vous rassure, vous trouvez déjà une certaine guérison. Mais lorsque nous voyons, vous arrivez, peut-être vous sortez d'un hôpital de seconde zone, peut-être que vous avez été malade dans un arrondissement, maintenant vous êtes venu à Yaoundé, ou même, je peux me prendre Douala à Yaoundé, où vous avez été dans un hôpital, et puis vous revenez ici, on vous demande de reprendre d'abord tous les examens, alors que vous venez de les faire, ça fait moins de 48 heures là-bas. On vous demande de reprendre tous les examens et les tracasseries, la prise en charge est tellement lente, et j'aimerais que Parfait, je lui souhaite toutes les chances, Parfait Ongen, et comme il y en a des... Ouais, il faut bien spécifier. Hein. Oui, de ne pas avoir à faire un cas d'urgence. C'est là où il saura ce que c'est que l'hôpital au Cameroun. On peut arriver à des moments où les praticiens même sont dépassés. Parce que vous arrivez avec un cas d'urgence, mais vous faites le tour de la ville, il n'y a même pas un lit pour recevoir votre malade. Il n'y a pas un seul lit. Parfois, on nous a fait comprendre que... souhaite pas cela. Parfois, on nous a fait comprendre que le plateau technique a été relevé. Oui, sauf si les lits ne font pas partie du plateau technique. Oui, le plateau technique. Donc pour vous dire déjà qu'au niveau, à ce niveau, pas achevé. Au niveau déjà de l'accueil, donc, nous avons un problème sérieux. Au niveau des infrastructures, elles commencent à devenir insuffisantes. Et au niveau donc du plateau technique, je ne comprends pas pourquoi certains praticiens vous exigent des examens de certains laboratoires. Je ne vais pas faire la publicité. Apparemment, c'est le gombo. Voilà, je ne vais pas faire la publicité. Vous allez à un hôpital public. Ne citez pas les noms. Oui, hein. oui, je ne cite pas le nom. Mais on vous demande d'aller dans un certain laboratoire pour faire... Et puis, vous apportez les résultats ailleurs. On vous dit, je ne peux pas vous suivre si vous n'amenez pas les résultats de l'hôpital. En fait, moi, j'ai également enquêté. Hein. Je vous dis que je suis un journaliste d'investigation sur cette affaire. Vous allez dans un hôpital sérieux hein, de la place, et le médecin, il vous prescrit, il fait son travail, il vous prescrit un certain nombre d'examens, et il exige que vous alliez faire ces examens dans tel laboratoire. Voilà. Et si vous allez faire des examens à un autre laboratoire, il ne prend pas ces examens. Voilà. Ces résultats bon, maintenant, j'ai voulu savoir pourquoi. On m'a fait comprendre, mais parfait. Quand le médecin, autant de malades que le médecin envoie dans ce laboratoire, il a son pourcentage. Il a un quota. J'ai dit, ah bon? On me dit, ben oui, c'est le business. Bon, je n'avais pas compris. Bon, je pense que vous répondez à Parfait toujours, qui disait que le président a voulu placer l'humain au centre. Qu'est-ce que font les praticiens? L'humain ne peut pas être au centre si on a de telles pratiques. C'est vraiment déplorable. Et je ne comprends toujours pas pourquoi au Cameroun, il y a un organisme presque privé qui fait des examens de haut niveau. Est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas créer, même dans nos grandes villes, des centres d'examen qui puissent être accessibles à tous les Camerounais? Parce que vous savez de quoi je parle. Quand on vous envoie là-bas, des examens, si vous n'avez habituellement, ce laboratoire n'est pas très loin du lac municipal. Voilà, vous connaissez quelque part là. Et là-bas, ça coûte trop cher. Voilà. Et parfois, donc... Et ce laboratoire n'est pas camerounais. Non. Et vous voyez donc certains médecins qui vous exigent des examens de ce laboratoire. Merci. Comme si ailleurs, des examens ne pouvaient pas être aussi, du moins, tout à fait techniques. Mais
je pense que nous avons encore à faire. Le ministre Malachi, je le dis, il est dynamique sur le terrain, mais on voudrait voir ce dynamisme au niveau des praticiens. Et il faut dire que son secrétaire général aussi... Un dynamisme qui ne produit pas de fruits. Voilà, Est-ce que c'est toujours un dynamisme? Son secrétaire général aussi, qui est également médecin, je pense qu'on devrait avoir un think tank là-bas quand même qui permet que les hôpitaux camerounais aient au moins la première... François Bokeh, oui. vous ne faites que dire que le ministre est dynamique. Moi, je ne refuse pas. Non, je dis dans les actions. Attendez, il se balade beaucoup, il va dans je le vois sur le terrain, mais je dis... Est-ce que ce dynamisme produit les fruits? C'est cela que je dis qu'il fallait qu'il y ait un dynamisme qui ne produit donc pas de fruits, est-ce que c'est toujours un dynamisme? C'est pour cela que je dis que ce que nous voyons à la télé, sur le terrain, est-ce que la télé soigne les gens? La télé soigne les gens? Ne riez pas, nous parlons de santé publique. On a compris. Moi je dis, si on pouvait avoir le même dynamisme que l'accueil, seulement l'accueil au niveau des structures publiques sanitaires, on serait avancé quand même. Alain Douk, il y a Tchamba qui disait tout à l'heure que nous parlons là des vies humaines. Et lorsque nous parlons des vies, il faut que nous soyons sérieux. Nous ne parlons pas d'une affaire de jeu. Nous parlons là de la vie des individus. Quel est le regard que vous posez en ce moment sur l'accueil et tout ce qui va avec au niveau de nos hôpitaux? D'une manière ou d'une autre, dans ce pays, il y a une ingénierie subtile qui tend jour après jour à nous voler, à tout faire pour nous voler notre humanité. En fait, c'est ça. Et l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient toujours d'en haut. Comment le corpus citoyen camerounais est traité? Est-ce que c'est avec humanité? Parce que ça devrait être, en matière de leadership, la source d'inspiration. Tout le monde s'abreuve là-bas et répercute sectoriellement ou sous-sectoriellement ce que le top de la gouvernance applique. Alors, on est dans une situation où le Camerounais ne représente rien aux yeux de l'autre Camerounais. Vous arrivez là, dans un centre hospitalier, on vous regarde de travers. Tout ce qui compte, c'est votre capacité à dépenser. Parce que faut pas qu'on se le cache, hein, parfait. Faut pas qu'on se le cache. Je sais pas exactement le type de serment qu'on fait. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux, mais je ne vois pas ça. Parce que, désormais, c'est money mind oriented. Tout le monde est focus sur les problématiques de l'argent. Tu perds ton humanité du moment où quelqu'un ne voit pas son intérêt. S'il ne voit pas comment il gagne l'argent dans cette affaire, mon frère, tu vas circuler. Tu vas crever là, devant ses yeux. Il ne te gère pas. C'est ça le problème. Alors, comment on en est arrivé là? Les gens disent que au-dessus là-bas, c'est chacun pour soi. Ils prennent tout. Et puis, on veut qui accuse le coup. Bon, chacun va faire à son niveau ce qu'il peut pour prendre sa part. Et la corruption dont on s'inspire depuis le sommet se répercute vers le bas. En fait, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Hein? Les services aux faciès. Je regarde, c'est François Bokeh. Ah, c'est un grand DP. Foncièrement, je vais sortir de là, je peux même avoir un extra. Alors, c'est ce monde convivial. Tout à fait. Oh, elle doit être conviviale. Avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est sa profession, c'est les canons de sa profession. C'est la déontologie qu'il exige. Mais c'est pas comme ça. Non. Et je ne vous parle même pas des choses où vous arrivez. Parce qu'il faut ajouter à cela l'incompétence. Vous avez des gens. Vous partez là-bas, on se rate dans ce qu'il faut faire pour la prise en charge. Des médecins Google. On se rate sur ce qu'il faut vous administrer. Alain Donc, je vous raconte rapidement une histoire. Hein, et c'est un grand commis de l'État au Cameroun qui avait réussi à mettre son fils dans un hôpital. J'étais le nom, l'hôpital qui forme les médecins. Et le garçon est sorti médecin. Voilà donc le papa lui-même qui est gravement malade. Et c'était la spécialité de son fils. Il était question que ce soit son fils qui puisse le prendre en charge, quoi de plus normal. Et son fils devait l'opérer. Quand on a dit au papa que c'est son propre fils qui va l'opérer, il a dit pardon. Non, surtout pas ça. Parce que lui-même savait que son fils ne vaut pas grand-chose.
Comment tu peux expliquer parfait que tu viens devant un professionnel de santé chez nous? Là, c'est ce que j'ai vécu. Un centre là, pas très loin de Carrefour, Elixono et tout. Mais tu sors de chez lui, après tu vas apprendre beaucoup plus sur Internet que ce que tu as retenu de ton échange avec le professionnel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est très professionnel. Là, c'est très dangereux. Non, le système de santé du Cameroun est malade. Et laissez-moi ces histoires de... ils appellent ça quoi? Vous appelez ça quoi? Le truc qu'ils devaient implémenter depuis 2018. Couverture santé. Les amis, faut être sérieux là. Faut être sérieux. Déjà même que d'autres techniciens, technocrates du domaine ont interpellé le ministre pour lui dire que ce que tu fais là, c'est un lézard. Il n'y a rien dans ce que tu fais là. Ce n'est pas ça qu'on parle de couverture santé universelle. Et puis, on est là toujours. Et c'est ça qui tue le pays. Toujours dans la dynamique de la propagande, la vente de son image. On politise tout. Tu n'es pas efficient, tu n'es pas efficace. Parce que c'est les résultats qu'on attend. Tout à fait. Mais on te voit partout. Tu parles. Et tu on appelle la télé. Tu multiplies les paroles, tu parles bien, tu fais les rires. On appelle la télé. Merci. On attend le résultat, il n'y a rien. Et les Camerounais continuent d'avoir la mauvaise qualité de service habituel. Ça sert à rien. Ouais, Cyril. Alain Do, je vais te dire que être du RDPC ces jours-ci, c'est très dur. Vraiment, quand je les vois, j'ai pitié. Parce que défendre une politique aussi d'un échec. Non, mais vous savez qu'on parle souvent off avec vos amis. Oui, c'est pas dur. Ils reconnaissent que vraiment, des fois, sur un plateau, c'est compliqué. Parce que comme vous allez trouver quoi à défendre là, alors que ça ne donne pas. Vous allez trouver quoi là? Tout à l'heure, vous avez brodé. Heureusement que vous êtes bon en C'est bon. Les Camerounais que vous avez au quartier, et parfois, ils réservent vous dire vraiment, soyez sur vos gardes. Parce que les gars qui ont les gens il faut tuer à la voiture. À l'hôpital, là, c'est pas bon. Merci. J'encourage parce que le RDPC a besoin aussi d'être défendu. Alors, pour le peu qui reste encore. nous allons lire. Si tu n'es pas éveillé, les gars, nous allons lire les messages. Ils fuient même les castings. Lisons les messages. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît. Il faut souvent éviter d'inviter des... Oh là là. Le mot est fort. Je vais prendre un synonyme. Des gens comme Parfait Ongene sur votre prestigieux plateau. Faites souvent le casting de vos invités quand un prétendu élu, non, il n'est pas prétendu, il est élu, vient démontrer son ignorance et sa carence intellectuelle sur un plateau télé par rapport à la population camerounaise. Cela nous attriste énormément. La sagesse voudrait que quand on ne sait rien d'une chose, on se tait. On garde le silence au lieu de balbutier et de débiter... Bon, je vais m'arrêter à ce niveau, parce que le reste là, ce sont des insultes. Un autre message ce matin. Bonjour, par Lonkuta et à tout ton panel, Monsieur Ongene, qui parle d'un bon accueil et d'un bon traitement des patients dans nos hôpitaux, devrait avoir honte de venir raconter des histoires pareilles. Nous voyons tous les jours les gens mourir dans nos hôpitaux à cause du contraire de tout ce qu'il vient de raconter là. Dites-lui que s'il cherche un poste, il doit nous laisser tranquilles. Demandez-lui pourquoi nos dirigeants eux-mêmes partent toujours se soigner dans d'autres pays. Nous autres, notre travail au Cameroun, c'est de nous lamenter, nous plaindre et admirer les autres. C'est Elias depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce mercredi matin. Bonjour, le perfecto. La dénonciation du jour évoque un réel problème de santé publique qui jusqu'ici tarde à être maîtrisé. Nos centres hospitaliers ne ressemblent pas à ce qu'ils devraient être en 2026. Dans un pays sérieux, nous ne devons pas retrouver des centres de santé à chaque coin de la route, des échoppes qui vendent des médicaments dont on ignore la provenance. Dans nos hôpitaux publics, nous avons un personnel qui normalement est bien formé dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Le problème du Cameroun aujourd'hui est que l'âme patriotique nous a quittés depuis des décennies. Chacun se comporte comme s'il avait des comptes à régler avec le chef de l'État, car c'est toujours lui qui est finalement indexé. Monsieur Tchamba est devenu un peu excessif dans ses analyses. Je ne le reconnais plus. Prière qu'il redevienne comme avant. En France, Canada, Belgique et j'en passe, il y a des évacuations sanitaires en fonction de la bonne méthode
maîtrise de la pathologie concernée. Bonne émission à toi et à tes invités. J'aime beaucoup le constat du Ndouki. On sent quelqu'un qui est en train de brisser aux côtés d'une Kouta. Monsieur Ben Passi depuis à la barrière. Merci. Hein. Un autre message ce matin, je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient de la Guinée et du Gabon. Alors, que dit ce téléspectateur? Un dynamisme qui ne produit pas de fruits, c'est du folklore. Le pécule à Paris, a pris le dessus sur l'humain. Bonjour au panel. Au conseil régional, la réalité est évidente. Peut-être vous voulez dire au conseiller régional. La réalité est évidente, mais ce genre d'individu est à l'image de la politique et des politiques du Cameroun. Si un politique vient devant et à Mondo Vision dit que les améliorations dans le service de santé public qu'on doit souligner, c'est l'accueil, comprenons le degré de médiocrité du discours politique de l'homme. Voilà le type d'individu qui gère une région. Non, il ne gère aucune région. Hein. Et je vais m'arrêter là. On prend un autre message ce matin. Bonjour au Perfecto. Je salue très chaleureusement Monsieur Alain Douk et tous les autres panélistes concernant la dénonciation de ce matin. Il faut reconnaître que Monsieur Tchamba y est allé un peu fort. On peut remarquer que les efforts sont faits pour rehausser la qualité des services dans les hôpitaux publics. Il ne faut pas cracher sur ce qui a été fait. Mais il y a encore beaucoup à faire, surtout concernant l'accueil. Ainsi, il faut avoir la qualité de la formation du personnel soignant au niveau de l'accueil et même de la déontologie, car cela est un réel problème que les patients rencontrent dans les hôpitaux publics. Monsieur Ongene du RDPC étale le gros français pour embrouiller les gens. S'il vous plaît, qu'il nous excuse avec les histoires hyperboliques et qu'il réponde clairement à la problématique posée par la dénonciation du jour. C'est Emmanuel Stanislas. Je vous écris depuis Douala Bonamoussadi. Prenons 2 ou 3 dernières réaction, hein? C'est une pluie de réactions comme d'habitude. Je vous amène au 240. C'est un message de la Guinée équatoriale. Nos hôpitaux sont les lieux de business, donc il y a beaucoup à refaire. L'accueil est médiocre, surtout dans nos hôpitaux au public. Un autre message, bonjour au panel, agréable mercredi des cendres et un bon début de Ramadan au Manaouda de la modération. Merci beaucoup. Alors, prenons un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, le carême de la modération. Nous avons un cas d'erreur médicale ici à Eboaloa où on a opéré un papa à l'hôpital. Je vais taire le nom de l'hôpital, hein, sous prétexte qu'il avait l'occlusion intestinale. On a payé pour l'opération, il a suivi le traitement de relais, et c'est quand il a des complications qu'on annonce que niet, ce n'était pas ça. On a été évacué à l'hôpital de référence, toujours là-bas à Ebolova, et là c'est grave. Il a tous les problèmes avec son ventre, les intestins sortent ça et là, et il a de la peine à uriner. Le docteur qui l'a opéré est porté disparu. Que faire? C'est Janou de Boaloa qui envoie ce message. Le ministre est interpellé là. Mais le conseil là. Oui, voilà. Le dynamique ministre. Oui. Non, oui, parfait. Oui, c'est votre région, hein? Oui, j'ai été pris bien sûr, par bien sûr. un téléspectateur. Vous pouvez répondre. Donc, oui, il faut répondre. Allez-y. Je pense que d'un point de vue des références intellectuelles, il faut vous dire que personne, en ce moment, de façon objective, ne peut dire combien nous sommes au Cameroun, puisque nous n'avons jamais actualisé le dernier recensement qui a eu lieu, il date. Alors s'il pense que lorsque je dis nous sommes nombreux, ça veut dire que je ne connais pas les références, c'est lui plutôt qui est ignorant. Au concret, parce que de façon pertinente, personne ne peut dire nous n'avons pas les résultats d'un recensement plus récent. Avec les projections de l'INS, nous sommes à 28 millions. Ça, ils ont fait le recensement. Ce sont les projections, les estimations. On estime. On estime. Non. Mais un recensement, oui, mais sauf que... Un recensement n'est pas strict, François Bocquet. Oui, tout à fait. Voilà, mais sauf que Parfait ne parlait pas des estimations, puisque même dans le cadre à l'OMS et tout ça, on a des estimations de la population mondiale. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de parler d'un recensement qui est en cours aujourd'hui, en préparation, il sera lancé. Et donc, à partir de ce moment, personne ne peut dire avec exactitude combien nous sommes. Alors que ces téléspectateurs comprennent qu'en parlant des références intellectuelles, d'avoir un peu plus de modestie en le disant. De secondo,
Nous sommes tous Camerounais. Nous avons tous des parents. Nous sommes des chefs de famille. Nous savons très bien ce que c'est que la maladie, ce que c'est que l'hôpital au Cameroun. Mais il faut nuancer en disant que ma réponse était proportionnelle à l'intervention de M. Tchamba, qui avait et M. Tchamba vous a répondu. Hein? M. Tchamba vous a dit que lorsqu'on parle des vies humaines, nous ne nuançons pas. Non, il faut nuancer. En parlant des vies humaines? Mais bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a des manquements, il y a des insuffisances dans la gouvernance hospitalière et ainsi de suite, et dans les traitements, dans les protocoles. Mais nous ne devons pas occulter, faire litière de ce qu'il y a des avancées, notamment pour ce qui concerne le plateau technique. Il y a 20 ans, nous n'avions pas le plateau technique que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Il y a eu des améliorations, mais nous ne disons pas que nous avons déjà atteint le paroxysme de l'équipement des hôpitaux au Cameroun. Il y a une proximité hospitalière qui aujourd'hui a outillé les régions, des hôpitaux régionaux, des références. Et à ce moment-là, il faut que mon rôle ici, c'est d'aller au-delà de l'analyse critique, c'est d'aller au-delà du caractère, au-delà de la démarche de M. Tchamba, qui est une démarche qui consiste essentiellement à peindre tout en noir. Moi, je voudrais présenter aux Camerounais la réalité, et la réalité, c'est que d'un côté, il y a eu des avancées, nous devons le reconnaître. Et M. Tchamba lui présente le mensonge. Il y a des insuffisances qui convient encore d'améliorer. Je voulais d'abord Alain malheureusement, les règles, tu vois, de calcul dans R veulent que moins fois plus, ça donne moins. Donc si vous êtes trop, vous êtes dans la multiplication, positif, là, ne brille pas assez pour qu'on apprécie à sa juste valeur. Vous êtes dans la multiplication, nous maintenant, on est dans l'addition. Dans le sujet, on ne multiplie pas. Parfait. Un autre aspect de ce mercantilisme unique, cynique, diabolique. On vous dit que désormais, on veut que le maximum de femmes passent par la césarienne. Tu arrives, tu peux accoucher par voie basse. Non. Il faut amener leur bloc. Amener leur bloc. On peut rapidement. Et parfois, pendant qu'on vous et des gens pas compétents pour aller même bien faire les césariennes, et puis on va avoir des catastrophes. C'est quoi cette histoire? Césarienne partout, césarienne. Parce qu'on va te sortir une grosse facture comme ça, en centaines de mille que tu ne vas même pas pouvoir payer. C'est pas sérieux ça. Notre conscience a allé où? C'est criminel. Oui, François Bocquet. Je voulais juste ajouter que de mes causeries avec certains personnels de la santé, et ils sont astreints à une contrainte de résultats financiers, ce qui enlève donc à l'hôpital sa nature humaine. Ça veut dire que comme les hôpitaux sont stratifiés, des références départementales ou ceci, dès que vous entrez quelque part, le minimum est déjà connu que vous devez dépenser. Alors, et il paraît que c'est une nomenclature, c'est une mercuriale qui est connue du ministre et de ses services. Incroyable. Donc, c'est ce que certains m'ont dit, et je pense que si le ministre n'est pas au courant de cela, il devrait bien regarder. Dès que vous allez à un hôpital de référence, au courant de cela. Dès que vous allez dans un hôpital, c'est-à-dire selon les strates qui existent aujourd'hui, on sait que le minimum que vous devez dépenser à l'entrée, c'est tant. Bonjour à vous sur le... Une seconde. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je ne voudrais pas que... François Bocquet. Ce que dit François Bocquet soit mal interprété. Je voudrais faire observer aux uns aux autres ici qu'en réalité, partout dans le monde, ça dit que tous les hôpitaux de référence dans le monde coûtent cher en termes de prise en charge. Vraiment, personne ne peut le démentir. Mais il y a peut-être, ce qui se passe au Cameroun, c'est peut-être le contact entre le pouvoir d'achat et effectivement ce niveau de dépenses qu'il convient de faire. Parce qu'un hôpital fonctionne effectivement avec des entrées et ces rentrées-là viennent des patients. Donc, dès que quelqu'un arrive dans un hôpital de référence avec le palu, on sait déjà que s'il n'a pas au moins 200 000, Monsieur Tchambaki s'est déjà certainement fait soigner en France ou en Angleterre. C'est très bien que la consultation pour un spécialiste coûte les yeux de la tête. Tout à fait. C'est ça, il faut même prendre rendez-vous. Habituellement, pour le cas du Cameroun, c'est... Mais le problème au Cameroun, c'est peut-être le pouvoir d'achat, le contact entre le pouvoir d'achat et cette réalité. Mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Ce qu'il dit d'abord dans la folie n'est pas vrai. Ce qu'il dit d'abord dans la folie n'est pas vrai. La différence, par exemple, en France, en Angleterre, c'est que quand vous avez dans un hôpital, vous êtes pris en charge. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, vous avez vos urgences, vous êtes pris en charge.
c'est ce que nous reprochons ici, c'est que vous arrivez à l'hôpital avec votre malade, on commence par une autre... Mais vous avez même un carnet, peut-être vous sortez d'un hôpital, au lieu de prendre même pour regarder, on recommence à zéro. Donc quand vous parlez de gouvernance, moi je crois que c'est à l'image même de la gouvernance de votre chef. Vous n'êtes jamais près des réalités de terrain, mais vous venez nous expliquer avec des propos savants. On reconnaît votre science, mais il faut dire simplement des choses simples, ce que les Camerounais vivent tous les jours. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, je vous dis, vous arrivez avec un malade, vous et moi. Première chose, ce n'est pas de dire le malade se couche quelque part, c'est de demander les gants, les seringues et tout ça. Est-ce que vous pensez sérieux dans un pays comme le nôtre qu'on puisse demander des gants à des patients, qu'on puisse demander des seringues, et c'est vendu dans l'hôpital. On puisse demander le coton. Le coton, la bande pour bander, le sparadrap, c'est une chose qui coûte 50 francs. Et je suis certain, parce que moi je ne suis pas là en train de faire le procès du ministre, parce qu'en réalité c'est un problème structurel. Oui. C'est juste certain que ces budgets existent quelque part. Mais ils ont été alloués à autre chose parce que la vision que nous avons de notre hôpital, elle n'est plus adaptée aux exigences ou aux besoins. Il y a même, quand on parlait des populations, la démographie, on a besoin d'en savoir quelque chose parce que quand on crée un hôpital, c'est aussi en fonction du bassin démographique. Or, si on ne sait pas combien de personnes habitent on met un hôpital qui n'est plus à la taille. On alloue des budgets qui ne sont pas à la taille. Le gars, au bout de 3 mois, le directeur de ce petit centre se retrouve déjà, il n'a plus de matériel. Disons d'abord que, s'il te plaît, parfait d'abord, on n'a pas raison dans l'absolu parce qu'il y a des pays avec un système de santé, de gestion de leur peuple socialiste. Le Brésil, par exemple, les pays scandinaves, là, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., l'Espagne même. Et c'est un pays d'Amérique latine. Oui, on sait gratuit même. Ah non. Je sais, monsieur Tchamba, que c'est un lapsus. Ce n'est pas un problème structurel, mais c'est un problème praticien. C'est-à-dire que c'est dans la pratique les individus, en fonction eux-mêmes de leurs propres convictions personnelles, qui sont à l'origine de ces dérives. Mais c'est les objectifs. Mais ce n'est pas structurel. Il y a ce problème d'objectif. Il faut stigmatiser les comportements des individus. Moi, je voulais dire stigmatiser les politiques. Je voulais dire, les gens quand même, les gens ces messages. Les gens ces messages. Que c'est comme ça qu'on s'enchevêtre les compétences et la défaillance. Et il y a un responsable des Bolova. Je vous dis que votre affaire s'est très suivie. Je vais préférer taire le nom du responsable, parce que c'est un grand responsable du côté de la région du Sud, des Bolova. La responsable me dit, bonjour parfait ici, et à ton panel également. Je confirme ce que dit le monsieur dont on a opéré le père. C'est ce qui se passe dans cet hôpital. Ces médecins qui opèrent, qui prescrivent des traitements et disparaissent quand ça commence à se compliquer. Et même avant la complication. C'est dans ces conditions que j'ai perdu ma mère ici à Ebolova. J'ai donc dit, je préfère taire l'identité de cette grande responsable à Ebolova. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, parfait, qu'il y a ce problème d'objectif financier qu'on a mis dans nos hôpitaux qui est gênant. Nous pensons quand même que quand vous allez à l'hôpital, nous sommes tous ici, vous pouvez sortir de ce studio, vous avez un malade. Bien sûr. Vous n'êtes pas préparé à aller à l'hôpital. La première des choses à faire, c'est d'abord de vous prendre en charge, en attendant même d'appeler quelqu'un au secours. Mais cela François, ce que vous ne dites pas, c'est que derrière, il y a ce qu'on appelle aussi les codes-parts. Le personnel de santé va me détester. Ils ont des codes-parts. Dans ces objectifs financiers, dans ces objectifs, le médecin, les infirmiers, ils ont des codes-parts qui se partagent. Donc des primes, en fait, ils appellent ça des codes-parts. Pour dire que tout ça démontre qu'il y a un système qui n'est pas dans le sens de la... Mais nous, vous voyez, en termes de solutions, par exemple, il faudrait que nous fassions un choix. Les pays que vous citez là, ce sont des pays qui arrivent à résoudre ce problème à travers l'impôt. Bien sûr. À travers le C'est une ingénierie. C'est-à-dire qu'il faut mettre donc en place une ingénierie qui permet de mobiliser les ressources qui vont effectivement... l'assurance santé universelle est une solution. Alors, ça fait donc que nous devons aussi accepter, si nous voulons converger vers là, accepter une fiscalité qui sera certainement un peu plus... Merci. Et il y a François Mbokwe qui a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, mais c'est rapidement passé. Moi, je voudrais parler en français facile. Vous avez dit que de plus en plus, les hôpitaux ont des objectifs financiers à atteindre. Ça veut dire quoi en français facile? C'est-à-dire que vous avez l'hôpital Tantampion. Et on vous dit pour cette année, comme l'année dernière, nous étions à 2 milliards. Cette année, nous devons arriver à 5 milliards.
objectif de langage. atteindre 5 milliards. Vous comprenez que dans cet hôpital, est-ce que ce ne sera pas l'argent qui sera mis en avant? Oui. Non, la déshumanisation, oui, va forcément suivre. Là, au moins, tu es d'accord avec ton homonyme Non, que si, cet si, élément de je langage ne- traduit le fait qu'on va capitaliser. Il faut vérifier cette information. Laquelle? Il faut la vérifier. Mais j'ai dit, si tel est le cas, il s'agit de la déshumanisation. Mais en terminant On quand peut même, faire des hein, profits sur en les terminant, patients. en Ça, c'est- terminant, Mais si on a été déjà d'accord que dans les strates des hôpitaux, il y a des prix à l'entrée dès que vous êtes là, que ce soit le palu, on sait que vous dépenserez au moins, dès que vous êtes là, Au moins 100 000. Au moins 100 000, au moins 50. Non, je ne Ça sais dépend pas. des niveaux. Merci. Ça Hein, veut dire que- nous devons sortir de ce débat tout en disant quand même qu'il y a des hôpitaux qui se démarquent. Oui, bon, Il faut oui, aussi oui, que oui, nous le oui, oui, disions. non, non, Et là, c'est nous pas- parlons c'est des pas tout le monde. hôpitaux publics. Oui. Aller du côté actuellement, au niveau de l'hôpital général de Yaoundé, il y a eu une nette amélioration. Aller du côté du CHU, il y a également eu une nette amélioration. Et certains hôpitaux également du Cameroun, nous demandons tout simplement à tous ces dirigeants d'hôpitaux, moi je voudrais plus parler du ministre de la Santé, que nous sachions que nous parlons là des vies humaines et c'est très sérieux. De la vie du Cameroun. Une touche pause s'impose. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, dans le cadre de votre programme Espace Miné. Et nous avons une pensée pieuse ce matin à l'endroit de Hervé Patrick Atanganakuna, qui nous a quittés il y a pratiquement 2 ans. C'était le 18 février 2024. 18 février 2024, 18 février 2026, cela fait donc exactement 2 ans que ce jeune homme nous a quittés. Il a été arraché à la vie, rappelé près de Dieu, mais à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Ni le temps, ni l'absence physique ne pourront jamais effacer l'amour que nous lui portons. Hervé Patrick Atanganakuna, on dira tout simplement ce matin que son âme repose en paix. Et nous prenons ce sujet annoncé en ouverture dans le cadre de votre mercredi diaspora. Nous nous interrogeons, notre diaspora est-elle plus critique qu'agissante? Je vous passe d'abord la parole, Cyril. Ben, écoutez, vous savez que le sujet est un sujet qui va en droite ligne
avec le sujet précédent. Ah bon? Parce que une des fortes demandes en diaspora, c'est bien les médecins, les cardiologues. Et je crois que j'avais fait une revue dessus. Aujourd'hui, en France, on compte au bas mot plus de 1500 médecins camerounais qui exercent en France. Il y a 300 cardiologues camerounais qui exercent en France. Je ne parle pas de l'Allemagne, de l'Angleterre, le Canada. Près de 30% des personnes qui se rendent au Canada chaque année sont des personnels médicaux, du secteur médical, beaucoup des infirmières, les médecins, beaucoup les infirmières. Oui. Donc aujourd'hui, vous verrez même que dans les quartiers, les différents centres de formation en soins infirmiers, en réalité, sont des viviers de départ. Quand vous voyez il y a une fille aller là-bas, ou un gars faire... Elle veut juste en fait, le certificat. Partir. Et c'est déjà un problème. Donc pour dire que, je ne vais pas m'attarder sur les raisons, mais pour dire que notre diaspora est une diaspora effectivement de qualité. Et elle est de qualité parce que toute la diaspora camerounaise est de qualité. Vous savez, les exceptions ne vont pas miner le vrai mouvement. Vous allez peut-être venir sur ce qu'on a vu sur le plan politique avec la base. Moi, je mets ça de côté. Pour dire que la base, c'est peut-être 1000 personnes. Mais nous avons une diaspora aujourd'hui qui représente peut-être même plus d'1 million de Camerounais. Et ces gens-là travaillent. Et c'est une belle diaspora. Une diaspora d'ingénieurs, de chercheurs, d'intellectuels. Est-ce qu'on peut citer les Camerounais qui sont enseignants d'université en France, aux États-Unis? Est-ce que je peux vous citer en Afrique des Camerounais qui sont au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Dans la plupart aujourd'hui des palais présidentiels, même aux alentours de chez nous, l'expertise camerounaise est utilisée. En Centrafrique, les Camerounais, je ne vous explique pas, les gens le savent. En Côte d'Ivoire, les grandes banques, les grandes multinationales, les Camerounais ont des places. Donc nous avons une diaspora de qualité, une diaspora qui s'est construite souvent, peut-être aussi avec cette tension, parce que quand on part du pays pour aller s'installer ailleurs, c'est que quelque part, on a une certaine déception. Et donc on porte à soi cette déception, et souvent, on a un regard sur le pays qui est un regard critique, parce qu'on n'est pas satisfait, on n'a pas été satisfait. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'avec les événements de 2018-2019, on a tout posé sur le plan de la stigmatisation, au point où c'est devenu comme un affrontement entre les pouvoirs, en fait, l'État camerounais et sa diaspora. On a vu des affrontements qui n'avaient pas de sens. Quand les gens de la diaspora vont enfariner un ministre, ce n'est pas bon, ce n'est jamais bon. Il ne faut pas le faire. On a vu aussi le gouvernement avoir des comportements qui sont des comportements extrêmement violents, parce que depuis une trentaine d'années, le président Paul Biya a promis la question de régler la question de la double nationalité. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas quelque chose de bon. Pourtant, c'est demandé. Mais je suis content. Et vous voyez, par exemple, sur la place de Paris, entre 2018 et maintenant, l'ambassadeur Manus Okumu a fait beaucoup de choses. Il a renoué le dialogue avec les Camerounais, et même ceux qui étaient suspectés d'être des personnes, des activistes, des fois, il leur a permis de venir au Cameroun faire leur deuil pour rentrer en disant qu'on est dans le cadre de l'accalmie. Donc, je crois que nous avons une formidable diaspora. Nous devons travailler à trouver les points de convergence pour que cette force-là soit utile au pays. C'est la responsabilité de notre gouvernement de le faire en trouvant des outils de dialogue, des outils d'intégration. Je parle souvent de la capacité, par exemple, parce que la diaspora vote aux élections. On pourrait aussi trouver des outils pour qu'elle puisse participer en tant qu'élus. Certains pays comme la France ont ce qu'on appelle les élus français de l'étranger. On pourrait avoir des élus camerounais. S'ils votent déjà, ils pourraient participer. Et de l'autre côté, effectivement, demander à la diaspora de continuer à peser sur le jeu politique, mais de manière saine, et exclure les maillons, les mauvais maillons des dynamiques, et pouvoir créer et proposer des choses. Ça se fait déjà quelque peu. Mais le drame qu'on a au Cameroun, c'est que c'est souvent des volontés individuelles. Vous commencez une discussion avec un ministre, par exemple, il y avait une discussion avec le ministre du Commerce sur le forum de la diaspora, mais une fois que ce ministre est parti, l'initiative a été éteinte. Donc il faut qu'on sorte des logiques individuelles pour entrer dans des logiques structurelles, systémiques, qui permettent que ce qu'on engage aujourd'hui soit comptable de tous ceux qui passeront par la suite. Parce que c'est là où il y a problème. Je vous dis encore, rappelez-vous du forum de la diaspora camerounaise. Ce truc-là, on n'en parle plus. Pourtant, c'est une très belle initiative pour renouer. Et je vous dis, on ne peut pas se passer de cette diaspora, comme cette diaspora ne peut pas se passer du pays. Par divers canaux,
elle investit au Cameroun. On a parlé ici une fois de soit 600 milliards qui chaque année sont envoyés au Cameroun par divers instruments d'envoi d'argent. C'est une part importante dans le développement économique et dans le soutien aux familles. Il faut le noter. Merci Cyril pour cette prise de parole. Parfait, Onkéné. C'est vrai que Cyril pense que cette autre diaspora qui semble plus critique est marginale. Mais moi j'ai une préoccupation, c'est vrai qu'en comparaison n'est pas raison, quand nous prenons quand même la diaspora, surtout de l'Afrique de l'Ouest, on a la nette impression que de ce côté, elle est un peu plus agissante. Qu'est-ce qui bloque pour celle camerounaise? Je voudrais commencer par confondre Cyril. Comme d'habitude, hein. Lui demandant. Mais tu n'es pas venu ici pour Cyril, hein. De me citer un pays africain qui assume la double nationalité aujourd'hui. Combien de pays africains assument la double nationalité aujourd'hui? Ou même combien de pays dans le monde assument la double nationalité? Si c'est une règle, si c'est une règle universelle. Monsieur, alors, et lorsqu'il parle de, et lorsqu'il parle du président, et lorsqu'il parle du président, qui lui a fait lors d'un discours à Paris la promesse de la prise en compte de cette mais non, justement, j'en viens. Justement, là-dessus, une commission qui était dirigée par Thomas Posé, encore vivant. Oui, mais j'en viens. C'est votre président qui a dit que cette question doit être réglée. Finalement, vous égrenez mon temps de parole. Vous allez permettre également. Permettez que je m'exprime. Permettez également à Parfait de s'exprimer. Allons-y, Parfait. Oui, déjà, ça fait pas 31 ans. C'était à l'horizon de 2000. Voilà, ça fait pas 31 ans. Alors, il faut me dire, corriger ça. Et puis, d'autre part, il faut relever que la diaspora camerounaise est encadrée à travers nos chancelleries, à travers nos ambassades, à travers le monde. Le rôle, allez bien lire, le rôle des ambassadeurs, c'est effectivement d'encadrer d'une part les populations camerounaises vivant à l'étranger. Et de relayer un ensemble de préoccupations de ces populations pour que le gouvernement apporte des solutions. C'est pour ça que vous allez constater qu'en 1982 et à nos jours, nous avons considérablement élargi notre portefeuille de représentation dans le monde entier. Il y a même des pays où on n'existait pas, où on existe déjà aujourd'hui. Alors, cet effort-là est à saluer. Et cet effort-là concourt effectivement à mieux encadrer les relations entre le Cameroun et ses pays extérieurs, y compris les Camerounais qui y vivent. Il faut également relever qu'au niveau même du ministère des Affaires étrangères au Cameroun, le ministère des Relations extérieures, il y a toute une direction qui est en charge des questions de la diaspora. Toute une direction. Alors, je comprends que qui ait des revendications sur le forum de la diaspora. Déjà, ce n'était pas le ministre du Commerce, c'était le ministre Bidung Pati. Il avait organisé cela quand il fut ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, un forum avec la diaspora. Mais le dialogue n'a pas été rompu. Le dialogue continue parce que les pouvoirs publics continuent de recevoir la diaspora au Cameroun. Mais il faut relever que il y a une confusion quand on parle de la diaspora. C'est-à-dire que nous voulons avoir le traitement que l'on a de la diaspora de certains pays par rapport à la diaspora parfois africaine. La diaspora africaine pense qu'elle est plus utile à l'Afrique que dans des actions politiques de revendication à l'extérieur, que dans l'humiliation de leur pays, que dans les invectives, que dans la violence, que dans l'irrespect, que dans la déconsidération de leur pays. Et pourtant, lorsqu'on parle de la diaspora, nous allons très vite rentrer dans une référence. La référence, c'est l'Asie. Lorsqu'on nous enseigne dans l'histoire de l'Asie, les rapports entre la diaspora asiatique et les pays d'origine, vous comprendrez très bien que lorsque ces gars-là quittaient leur pays pour aller étudier aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils devenaient ingénieurs. Quand ils rentraient dans leur pays, ils étaient payés 7 fois moins cher qu'un ingénieur du pays où ils quittaient. C'est-à-dire qu'ils étaient payés 7 fois moins cher. Parce que c'est l'État qui l'a pris en charge. Non, écoutez, ne rentre pas dans les spécificités. Il y a des bourses qu'on donne au Cameroun chaque année pour cette diaspora-là. Voilà, il y en a. Alors, je rentre en disant que ces gars-là, quand ils arrivaient, effectivement, avaient un certain nombre d'années pour exercer aux côtés de l'État et accompagner l'État. Et ce sont eux qui sont venus, effectivement, améliorer le standing des politiques publiques dans leur pays à partir de ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a quelque chose qui se passe en Afrique, c'est que les Africains qui partent étudier à l'étranger, ils sont médecins, ils sont spécialistes, ils gagnent peut-être, je raisonne dans l'absurde, 7 millions, 10 millions par mois là-bas. Quand ils arrivent au Cameroun, ils exigent le même salaire.
et en occultant le niveau de vie, le pouvoir d'achat même de leur pays d'origine. Il y a un problème de patriotisme qu'on peut également poser à ce niveau. Certes, il y a des améliorations à faire d'un point de vue des relations entre le Cameroun et sa diaspora. Il y a des améliorations à faire, mais il ne faut pas omettre de dire que cet effort doit être un effort commun, mutuel. Nous devons mutualiser nos efforts pour atteindre ce niveau de performance que nous revendiquons ici. Il faut également aller pour dire qu'il y a tellement de politiques pour chuter. Il y a en interne, M. Tchamba, beaucoup de politiques publiques qui sont logées dans plusieurs départements ministériels pour favoriser la réinsertion ou l'insertion des jeunes de la diaspora. Par exemple, au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a tout un programme d'insertion des diplômés du Cameroun, de la diaspora. Il y a tout un programme qui a des financements. Au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a des programmes. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui sont élaborées, mais qui sont peut-être, on peut le dire, insuffisantes. Mais c'est en fonction des moyens disponibles. Et je pense que les moyens disponibles, ce n'est pas parce que votre père est pauvre que vous allez le renier. Ce n'est pas parce que votre père est pauvre que vous allez dire partout qu'il est faible. Que ces gens-là prennent en compte le niveau de vie des revenus des Camerounais. Merci. Voilà. Parfait, Onguéni. Un très grand avocat. Hein? Ce n'est pas parce que ton père... Tchamba, ce n'est pas parce que ton père est pauvre que tu vas le régner. Dixit parfait, Onguéni. Alors, François Mboké, au moment où nous parlons de cette diaspora, beaucoup estiment qu'elle est plus critique qu'agissante. Voilà pourquoi peut-être à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas dire à cette diaspora de poser un peu plus d'actes forts au Cameroun dans le sens justement du développement? Oui. Avant de dire quoi que ce soit, je vais prier Parfait de nous dire les domaines dans lesquels ces différents départements ministériels, le temps que peut-être on fasse le tour, qui nous apporte, c'est parce que nous, des informations que nous avons peuvent être contraires. La diaspora qui nous écoute tous les mercredis a besoin, nous savons le besoin qu'il y a pour certains de rentrer ici, l'enseignement supérieur, aller faire un certain nombre de choses. Bon, je pense que s'il y avait cette information, peut-être qu'il y a un programme, mais qui n'est pas rendu public. Voilà, je pense que vous allez prendre la parole après pour nous donner de plus amples informations. Mais je pense que ce qui n'est pas agissant, c'est la relation des pouvoirs camerounais avec la diaspora. C'est là tout le problème. Et je ne sais pas pourquoi des gens pensent que lorsqu'on est critique, on est absolument négatif. Mais si on ne peut pas vous critiquer, parfait ici. Sachez que tous les gens qui vont vous féliciter tous les jours, quand vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qu'ils disent après vous. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une attitude humaine de pouvoir dire la vérité en face. Les Camerounais qui vivent à l'étranger ne sont pas moins Camerounais que ceux qui sont au pays ou ceux qui ont des postes au pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui ont des postes ici pensent que ceux qui sont à l'étranger n'existent pas, ou alors s'ils arrivent, ils représentent un danger. On fait donc tout pour les diaboliser, pour essayer de faire quoi que ce soit. Et les petits incidents politiques qu'il y a eu à la diaspora, on les a eu au Cameroun. Pourquoi on veut penser que c'est que la diaspora dont est animale? Mais oui, mais on a eu des violences post-électorales ici au Cameroun. C'était pas la diaspora. Mais donc, il faut dire que quand le mal est social, il est public. Tout le monde sait qu'il y a des choses dans la gouvernance qui ne marchent pas. Des jeunes qui sont allés marcher, il y en a qui volaient des bouteilles d'eau. Parce qu'ils n'ont jamais bu peut-être une eau en bouteille. Une eau minérale. Ouais, vous voyez, on les a vus qui ont volé du poisson, de maquereau. Ils avaient faim. Voilà. Donc il y a un message qui est passé qui voudrait dire que nous avons faim, nous avons soif et nous sommes désœuvrés. Je pense que quand un pays a des dirigeants qui sont soucieux de leur population, ils écoutent ces petits détails. Ces petits détails sont importants. La diaspora est allée enfariner un ministre. Au Cameroun aussi, on a vu comment des gens ont perdu des stations-service, des camions entiers, des voitures et tout ça. C'était pas la diaspora. Donc, je pense qu'il faut remettre tout dans son contexte. La situation politique du Cameroun, vécue par les locaux, est également vécue par ceux qui sont à l'étranger. Parce que si quelqu'un apprend là-bas que ma maison a été brûlée, j'ai de la famille de l'autre côté, elle sera également touchée par le coup, et vice-versa. Donc, il faut, ce qui manque dans la relation diaspora et pouvoir de Yaoundé,
c'est-à-dire cette action agissante. Comment rendre notre diaspora utile? Elle ne demande que cela. Après le forum qu'il y a eu, nous avons eu le grand dialogue national. Vous demandez de rendre notre diaspora utile. Oui. Est-ce que la diaspora elle-même ne peut pas prendre les devants? Mais parfois ici, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de la diaspora ici. J'en connais qui sont venus. Il y a même un qui est venu m'interpeller. Il travaille en Allemagne. Il a dans le cadre où lorsque on vous demande de rentrer chez vous, l'État va vous faire un certain nombre de facilités qui sont prévues. Il a donc déménagé avec peut-être 8 conteneurs qu'il avait. Quelqu'un qui travaille là-bas, il dit, bon, je vais rentrer chez moi, continuer de faire ce que je... Mais il arrive à Douala. Mais je pense qu'on a même vendu ce conteneur-là. Incroyable. Oui, je vous le dis, quelqu'un, s'il suit l'émission, il se reconnaît. Parce qu'il est venu nous voir à la rédaction. Donc, il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Quelqu'un qui vient avec de matériel pour venir travailler ici, parce qu'il dit, bon, j'arrête de travailler en Europe, je rentre chez moi, parce qu'il y a un programme qui permet que lorsque vous voulez rentrer, la société où vous travaillez vous accompagne pour vous installer. Mais vous arrivez chez vous, on vous demande de dédouaner ce que vous avez dans le... Donc, quand vous avez dans des pays, des personnes qui vous disent pour, je sais pas, vous venez donner même des dons. Des dons à un hôpital, on vous demande de dédouaner le matériel. On vous dit quand même, vous venez faire une société, on vous dit non, vous savez, peut-être que votre carte d'identité n'est plus camerounaise. Il y a un souci, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on veut en fait? La diaspora, c'est une manne pour les pays qui sont organisés. C'est une manne financière, c'est une manne économique, c'est une manne technologique que nous devons pouvoir utiliser pour renforcer les capacités locales. Mais si on continue de la prendre comme un ennemi qui va venir nous arracher ce qui, parce que nous on a les petits moyens, viennent avec des gros moyens, nous allons continuer de perdre ces avantages que notre diaspora a. Alain Douk, au finish, qui dérange? L'ordre gouvernant ou alors une certaine diaspora? Parfait, j'ai entendu répéter de façon quasi mantrique sur ce plateau. On a fait beaucoup, mais quand même ce n'est pas suffisant. Bon, ça fait quand même 43 ans d'insuffisance qu'on doit questionner et des insuffisances multisectorielles. C'est vrai que nous ne faisons pas le bilan des 43 ans ce matin. On fait le bilan. Peut-être vous avez vos thèmes dans vos agendas cachés. Nous avons notre thème officiel qui est plaqué là au niveau de l'écran. Toujours est-il que, parfait, diaspora camerounaise plus critique ou alors plutôt agissante. Vous savez, nous sommes déjà dans un contexte tellement délétère qu'il faut même beaucoup de courage pour critiquer. Et les gens qui pensent que critiquer ce n'est pas l'action, je vous dis qu'il faut du courage pour critiquer, c'est même déjà l'action. Surtout que vous risquez de ne pas voir vos enfants grandir. Donc on peut négliger cette action. Elle est très courageuse. C'est beaucoup de risques. Et ce n'est pas simplement ou exclusivement une réalité camerounaise, c'est une réalité globalisée. Il faut beaucoup de courage. Il faut saluer même les gens qui sont capables encore de faire de la critique objective, peut-être caustique, acerbe, mais objective, dans un contexte où tout le monde veut se coucher. Et où les gens sont là, ils veulent louanger, faire les turiférains, etc. Parce qu'ils veulent telle prébande là-bas, ils veulent tel poste, il faut toujours encenser le prince, etc. J'espère qu'il n'y en a pas sur ce plateau. Créer une réalité alternative. Oh, on connaît la vraie réalité. Ils font des caricatures de situations, ils jouent avec les mots pour... Non, faut arrêter ça. C'est pas sérieux. Parce que il faut d'abord prendre en compte ceci. Nos gars, d'abord, quand ils immigrent là, ils vont comment? Vous savez, il y a tout ça. Parfois, c'est un pan du patrimoine de la famille qu'on a sacrifié à temps. Il faut qu'on soit sérieux. Quand il revient là, toi, tu viens lui dire 200 000. Il évalue un peu tout. Ce que la famille a dépensé, ce que, voilà, lui, il peut gagner là-bas. Il se dit, mais attends, cette histoire quand même. Il regarde l'ensemble de l'écosystème, comment ça fonctionne. Il dit, même avec tout le bon patriotisme du monde, vraiment, je vois comment on est en train de frustrer un tel là-bas, je vois. Si c'est comme ça, là, c'est vraiment un panier à crabe, toute cette histoire. Donc, autant mieux trouver un peu plus de paix et se retirer. Il y a tout ça. Bien, maintenant, on peut aussi interpeller ceux qui prennent quand même l'argent public que l'État a
à financer. Ils étaient des boursiers et tout. Ben, maintenant, là, on peut questionner ça. S'ils font ce que Parfait décrit, avec eux, décrier, là, je suis d'accord avec Parfait à ce niveau. Vous avez un minimum de services quand même à restituer pour l'argent public qu'on a utilisé pour vous bourser. Hein? Oui, un minimum. On doit évaluer ça. Est-ce que c'est dans les 5 ans? Est-ce que... Et puis, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voyez que ça ne va pas, ben, tout le monde doit être libre de migrer finalement où il veut, chercher son intérêt aussi. Quelque part, on ne peut pas totalement aussi botter cela en touche. Mais toujours est-il qu'il faudrait une vision et une politique stratégique globale de ce que l'on entend faire de notre diaspora. Et pour ce que j'entends jusqu'ici, moi je connais quand même, regardez ce qui se passe au football. Quand ça se passe bien là-bas, on note cette ferveur où le Camerounais est fier d'être Camerounais. Et je suis sûr que ce n'est pas simulé, c'est réel. Donc maintenant, il y a certainement des goulots qu'il faut ôter pour que cet amour et ce patriotisme qui est tant affirmé ou latent dans chacun d'entre nous ait le plein potentiel de s'exprimer. Parce que moi, je vous assure, je ne fais que le dire, et je le dis comme ça de façon peut-être caricaturale ou prosaïque, je n'aimerais pas qu'on attaque mon sentiment d'appartenance, qu'au moment où je suis à l'extérieur, je vais rentrer à la maison, comment m'embrouiller, je paye pour rentrer chez moi, comment les gars? Il faut qu'on soit sérieux, Bon, tu payes même, tu arrives maintenant, tu dis, oh je suis venu là, il y a une expérience, là, j'ai vu les autres faire là-bas comme ci, comme ça. Je pense que ça pourrait nous aider si on repliquait ça chez nous. Alors, voilà ce que j'apporte dans mes valises et tout. Ton frère s'assoit, il commence à t'être dévisagé. Et il te dit, bon, d'accord, il t'a écouté, mais lui, il a c'est quoi? Je me dis que tu gagnes quoi dedans? Comment? Je te parle du pays, je te parle des problématiques macro, tu me dis que ça veut dire quoi? Il te dit que non. Si tu commences à lui montrer que tu sais tout raisonner, votre esprit des blancs, bon, lui il va te montrer qu'ici c'est lui le chef, et on va voir comment ton affaire là-bas. Mais il y a tout ça. Merci. Et on ne peut pas ignorer ça. Allons une fois de plus au niveau de notre messagerie. Bonjour. Alors c'est un message qui vient du plus 971. Ce sont les Émirats Arabes Unis. Bonjour le très célèbre Nkouta. Vraiment, le conseiller sur le plateau a fait fort. Hein? Même les gens du R vont le regarder comment. Belle émission comme d'habitude. C'est Frances, hein, fidèle téléspectateur d'Info TV. Du côté des Émirats Arabes Unis, il continue en disant, pour ma part, la diaspora camerounaise est aujourd'hui une force bruyante politiquement, une force financière réelle, mais pas encore une force de transformation structurée. Le jour où elle se coordonne vraiment, son poids peut devenir décisif. Un autre message ce jour, bonjour Perfecto, que le Seigneur continue de faciliter que le Seigneur continue de faciliter ton tailleur pour son génie de tes vêtements. Relativement à la diaspora, celle des 20 dernières années est plus critique car elle est partie pour chercher parce que tout était bouché, des enseignants qui fuient, des médecins qui fuient. Il y en a ici et qui ont des formations mais ne trouvent pas d'emploi. Ils partent donc et se font former aux sciences médicales là-bas et s'en sortent. Comment ne pas donc critiquer dans ces cas-là? Monsieur le conseiller régional, vous êtes magnifique dans un prorata de 1% de positif et 99% de négatif. Vous réussissez à occulter les 99% pour mettre en avant le 1%. Mais vous parlez parce que vous avez déjà trouvé une source de revenus et qui vous assure et vos enfants de quoi vivre. Mais nous alors, bref, on a la politique qu'on choisit.
Un autre message ce jour. Hein. Bonjour, quand j'écoute Monsieur Ongene, ce n'est pas l'émission sur Monsieur Ongene. Hein. Je comprends qu'on vit dans plusieurs Cameroun. Ça énerve. Bonne journée. C'est JP de Soi qui envoie cette contribution. Bonjour, Perfecto. Un peu de discipline. Dire à Monsieur Chamba de laisser le meilleur président de section et conseil régional de s'exprimer. C'est un monsieur du terrain. C'est un idole de la jeunesse. C'est Pythagore depuis Mvengue qui envoie cette contribution. Au moins, on tient à quelqu'un. Bonjour parfait et bonjour à tous les panélistes. Juste ma modeste contribution au débat. Je pense que les Camerounais sortent du pays pour l'étranger par déception. Nous autres, nous y sommes encore parce qu'on n'a pas encore eu les moyens pour les frais de voyage. L'État camerounais est un État qui n'accepte pas les critiques, qui maltraitent le peuple et n'hésite pas à éteindre les visionnaires et les clans s'entraident entre eux. Peut-être vous voulez dire les clans s'entrechoquant entre eux, pour les autres rien. La diaspora camerounaise a un seul souci, c'est le changement et le bien-être de tous les Camerounais. Je pense que notre futur président de la République devrait être de la diaspora. C'est Hervé Gauthier depuis la ville d'Edea. Prenons 2 ou 3 dernières contributions de nos téléspectateurs. Hein. Allons au 241, c'est une fois de plus le Gabon. Bonjour, le Paul Biya de la modération. La diaspora camerounaise la plus critique est celle que le pouvoir a nourri ou nourrit les parents. Aujourd'hui, comme elle n'a plus les privilèges, elle se rebelle. Mais en réalité, le gouvernement nous empêche de rentrer. Une autre contribution ce matin, que dit ces téléspectateurs? Perfecto, le conseiller demande du patriotisme à nos ingénieurs et docteurs de la diaspora. Combien coûte de payer des études de médecine pour un enfant au Canada? Et vous demandez à quelqu'un dont la famille a tout sacrifié de revenir travailler pour un salaire de catéchiste. Un autre. Il ne dit pas son père parce qu'il est pauvre. Mais commencez par le prouver vous-même. Bonjour. On le père n'est pas pauvre. Commencez Le par père le n'est pas pauvre, prouver. il a beaucoup d'or. Il faut nous laisser ça. Voilà. Moi, je comprends pas. Hein. Alors, vous parlez d'autre chose. Hein. Prenons quelqu'un qui parle du sujet. Parfait, pardon. Quand on vend de nos pays, on donne à chacun 50 millions. On part, on laisse le RDPC avec leur pays. C'est Tchala des Somba. Alors, si on vend le pays, on donne à chacun 50 millions. Est-ce qu'on pourra donc encore laisser quelque chose au RDPC? C'est un peu compliqué là. Alors, Monsieur Chamba, que faire hein? J'avais à poser cette question il y a quelques mois sur ce plateau parce que nous avons la nette impression qu'il y a une fronde et je pense que vous le releviez tout à l'heure lors de votre première prise de parole concernant la problématique inscrite à l'ordre du jour. Que faire pour que les rapports entre l'ordre gouvernant et la diaspora de manière générale, que ces rapports-là redeviennent sereins, redeviennent conviviaux, redeviennent, entre guillemets, sérieux? Je vais déjà commencer par apporter une réponse à notre ami parfait Ongene. Pour dire que les pays qui acceptent la diaspora, la double nationalité, le Gabon, j'ai quand même cherché, le Nigeria, et bon nombre de pays africains. Sur 54. Bon nombre de pays africains, je ne vais pas tous les citer, mais je crois que vous avez dit qu'il n'y en avait même pas un. Donc je vais vous répondre dessus. Et puis, pour vous répondre à votre question, j'avais fait une chronique il y a un mois, dans le quotidien Messager, où je parlais de la réforme du Conseil économique et social. Je travaille dessus parce que moi, tous les mercredis, je fais une chronique politique sur des questions de réforme. Je vais demander qu'on réforme. Et dans cette chronique-là, j'avais pris des exemples et j'avais dit qu'il faudrait peut-être mettre en place le Haut Conseil de la diaspora camerounaise. Le Haut Conseil de la diaspora camerounaise parce que, M. Ongene, vous avez dit qu'il y a des dispositifs qui existent. Mais vous savez, comme moi, que notre administration est aussi une administration de paperasse et il y a beaucoup de boulot. Imaginez un gars qui part d'Allemagne, qui vient au Cameroun pour 3 semaines et il doit se rendre dans 4 ou 5 ministères pour essayer de voir s'il a droit à quelques dispositifs que ce soit. On pourrait réunir ça dans le cadre d'un haut conseil de la diaspora qui permettrait justement de centraliser, de canaliser tout cela. Et j'avais pris des exemples pour dire que les pays comme le Sénégal ont mis en place des mécanismes qui permettent même que, au lieu de prendre l'argent sur les marchés financiers, et le Nigeria aussi,
ils font des appels à contribution de la diaspora, qu'on appelle un fonds de pension de la diaspora qui permet de financer les projets qu'on peut canaliser comme des projets sociaux. Par exemple, la difficulté sur le plan des hôpitaux, on met en place. Mais cela demande qu'on les rassure sur le plan de leurs investissements, de la justice, qu'en mettant leur argent, ce sera bien géré, bien contrôlé et qu'ils pourront recevoir ce à quoi ils méritent. Donc pour dire que c'est une question de discuter avec des gens, parce qu'il faut reconnaître, ils viennent des pays où les choses sont souvent très cadrées, ils ont appris à être cadrés, ils arrivent dans un environnement où on leur demande de faire de la chimie. Pour ce que peut-être les gens ne savent pas, mais moi je suis issu de la diaspora. Ça fait une dizaine d'années que je suis revenu au Cameroun. Alors quand je reviens là-bas, comme en fin d'année dernière, les gens me demandent, mais comment tu fais pour résister? Parce que bon nombre de gens de la diaspora sont rentrés, des fois même avec l'argent qu'ils étaient venus investir, pour les plus chanceux, parce que certains ont même perdu cet argent. Certains ont acheté des terrains, ils ont été escroqués, ils n'ont même pas pu se faire en justice. Ils me demandent comment tu tiens. Effectivement, là-dessus, je leur dis aussi qu'attention, quand on va dans un environnement, il faut aussi pouvoir comprendre les mécanismes de fonctionnement, savoir comment naviguer. C'est ce que j'ai essayé d'apprendre de faire. Donc pour dire que ce Haut Conseil de la diaspora camerounaise, il est à l'initiative de l'État. Mais je crois qu'on n'a pas toujours besoin de l'État. Même nous, les Camerounais, nous pouvons mettre en place des initiatives pour s'aider mutuellement à construire, n'est-ce pas, des pans d'irrigation et d'investissement pour les populations. Parce qu'il faut dire une chose, 600 milliards que la diaspora donne au Cameroun, c'est la moitié déjà de ce que lui, Paul Motazer, a demandé récemment pour s'endetter là. Donc la diaspora, et elle peut faire plus, parce que 600 milliards, c'est ce que ne représente rien de la ses Banque capacités. mondiale, Rien. voilà. Or, ce que nous faisons, c'est que nous sommes dans des discours politiques alors que nous devons avoir des initiatives claires. Moi, je pense que, et je suis preneur de travailler avec d'autres personnalités et d'autres personnes de la diaspora, qu'on mette en place ce Haut Conseil de la diaspora camerounaise qui va impacter véritablement sur ce pan de notre vie nationale. Êtes-vous d'accord pour de la proposition de M. Tchamba, mettre sur pied un haut conseil de la diaspora? C'est vrai que sur ce plateau, il y a quelques mois, nous faisions déjà la proposition d'un ministère tout entier dédié à la diaspora. Vous avez cité quelques directions là, dans quelques ministères. Oui, est-ce que c'est suffisant au regard du poids que constitue maintenant cette diaspora camerounaise? Oui, les politiques publiques de développement ne sont pas des tentes graissées pour le sommeil. Il faut de temps en temps... Vous dites quoi? Les politiques publiques de développement ne sont pas des tentes graissées pour le sommeil. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps insuffler une nouvelle dynamique pour réadapter ces politiques à la conjoncture. Il propose une réorganisation institutionnelle de l'encadrement de la diaspora. C'est vrai qu'à ce niveau, il n'y a pas encore eu de consensus. D'aucuns voient un ministère, d'autres voient un organisme comme le Haut Commissariat, d'autres voient d'autres dispositifs. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut faire une analyse profonde sur ce que nous pouvons capter de cette diaspora qui soit positive. Qui soit positif autant pour moi. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse profonde, il ne faut pas le faire de façon émotive. Parce qu'il y a une diaspora négative, ça il faut le souligner. Et il y a une diaspora positive. Il y a une diaspora même qui, avec cet argent, vient avec d'autres intentions. C'est-à-dire que des agendas cachés. Vous voulez parler de quelles intentions? Cet argent peut parfois être un blanchiment d'argent. Ça peut parfois être... c'est ce qui bloque alors l'investissement, par exemple, au pays. Nous disons... Un monsieur vient de la diaspora, il veut investir, il a beaucoup de milliards. Vous dites que non, ça peut être un blanchiment, il y a des problèmes d'ordre sécuritaire, ça peut être le financement d'une rébellion, ainsi de suite. Oui, la plupart des entreprises au Cameroun qui ont pignon sur eux sont souvent issus des efforts de la diaspora. Oui. Je peux vous le dire. À Yaoundé, il y a des Alpha Motor, je peux citer, pardon pour la publicité. C'est un jeune qui a trouvé des partenaires en Chine. Cyril, nous ne faisons pas le procès de la diaspora. Mais nous disons... Vous ne pouvez pas le faire. Oui, mais nous disons... Mal placé. Non, puisque il y a des pays où la contribution de la diaspora est importante, comme au Mali, chez nous aussi, comme on au Bénin. Non, là-bas, c'est quand même un peu régulé. On peut faire une traçabilité. Ce que vous dites n'a pas de traçabilité. Non, ce que je dis, c'est les chiffres de la Banque mondiale, monsieur. Il faut faire attention. Ce sont attention. les chiffres de la Banque mondiale, 600 milliards. Mais sur les chiffres non tracés, on est à 1200 milliards. Oui, parce que l'argent qui est donné, moi, je transporte souvent 100, 200 euros
encore pour des familles ici. Je vous dis, on est à plus de 200 milliards. Et si on fait des efforts structurels et politiques, vous verrez qu'on peut passer à 2000 milliards. Mais c'est parce que nous ne sommes pas volontaires. Mais je vous comprends. Le problème de notre diaspora, ça peut même être traité de manière un peu plus large parce que ça part de notre histoire politique. Monsieur Tchamba, ça part de notre histoire politique. Vous faites un monologue. Je peux aussi le faire quand je parle de choses qui me touchent. Moi, vous savez, moi monsieur, je pense qu'il faut laisser les autres s'exprimer. Je vous laisse oui, il faut laisser les autres s'exprimer. Oui, il faut laisser les autres s'exprimer. J'ai dit. Allez-y, Parfongue. J'ai dit, cette option est en réflexion. Le président Biya l'avait déjà annoncé à Paris. C'est une réflexion. Il y a combien d'années? Peu importe le nombre d'années. Vous savez, on ne bâtit pas un pays sur un agenda de caprice. Il faut s'engager de manière assez profonde et prendre en compte les enjeux et les défis. Nous comprenons aujourd'hui que les défis de développement du Cameroun sont les défis de développement du Cameroun recèlent effectivement un enjeu de la capitalisation de tous ces atouts, notamment la diaspora qui est un atout. Mais nous disons dans cette diaspora, il faut comprendre qu'il y a une bonne et une mauvaise diaspora. Maintenant, il faut trouver un point, un trait d'union, il faut trouver un point de conciliation des deux positions diamétralement parfois opposées pour mieux encadrer la participation de la diaspora dans notre pays. Et le dire pour dire que autant il y a ces efforts des Camerounais qui vont de la diaspora, autant les pouvoirs publics le font aussi. Le ministre Mounouna Foutsou était en Belgique dernièrement, c'était pour apporter des appuis à cette diaspora-là, pour qu'elle vienne s'investir au Cameroun. Il y a eu des appuis financiers, ça veut dire qu'il y a également des efforts de ce point de vue-là. Mais il faut créer un guichet unique, je suis d'accord. Il faut encadrer tout cela, il faut qu'il y ait une traçabilité, et il faut que la diaspora se sente le plus. Je veux chuter en disant que, parfait, si tu le permets, en disant ceci, que tous ceux qui sont Camerounais et qui résident hors du Cameroun comprennent que ils sont redevables au Cameroun, soit directement, soit indirectement. Parce qu'un pays qui vous accepte, qui accepte que vous vous établissiez sur son sol, est un pays qui entretient de très bonnes relations diplomatiques avec votre pays. Et ça, c'est grâce au gouvernement, grâce au pouvoir public, grâce à la volonté du chef de l'État. Même si vous êtes parti par d'autres moyens autres que l'appui de l'État de façon directe. Ça, il faut Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, hein, mais nous aurons toujours un autre mot à dire. Nous aurons toujours une ferme conviction, celle qui voudrait qu'on aura besoin de tous les Camerounais pour bâtir cette grande nation, que ce soit ceux qui sont allés ou alors ceux qui sont restés. Merci à François Mboké, merci à Parfonguene, merci à Alain Ndour, merci à Cyril Tchamba. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?